pas la transidentité. Ah oui, Ah oui, c'est c'est vrai. vrai. Oui, pardon. Non, en On est vrai, en si. train de te Un hijack. peu de concentration. Oui. Non, mais en vrai, moi ça me C'est va, vrai. j'adore. Mais si vous êtes prêts et prêtes, on peut y aller. Hein. Ouais. Cool. Eh ben, salut Léo, salut Cassandre, salut Krone. Merci de me faire l'honneur de votre présence ce soir pour parler de transidentité. J'estime que rien de mieux que les principaux concernés pour parler du sujet. Bah, petit warning avant de commencer, j'aimerais vraiment dire que l'émission de ce soir, en fait, j'aimerais bien qu'elle soit synonyme de porte d'entrée à toutes les personnes qui n'y connaissent, / qui ne comprennent rien ce sujet, voire même peut-être aux personnes qui sont un petit peu réfractaires, mais qui sont prêts et prêtes à remettre leur jugement en question. Alors pourquoi j'ai organisé cette émission de cette façon-là? Je voulais avoir plusieurs profils. Je voulais avoir un homme qui a transitionné vers le genre femme. Coucou Krone. Salut. Salut. Et je voulais avoir une femme qui a transitionné vers le genre homme. En l'occurrence, j'ai eu la chance, j'en ai eu deux, en les personnes de Léo et Cassandre. Salut. On va faire un petit tour de table, on va faire des petites présentations de l'historique de chacun, chacune. Je vais vous poser la même question. Krone, toi du coup, tu as transitionné de homme vers femme. Est-ce que tu peux brièvement nous faire un petit résumé, s'il te plaît, de ta transition? Quand et comment ça t'est venu? Et ta situation actuelle, comment tu te sens actuellement? Comment faire vite déjà Brièvement ou pas, hein, c'est comme tu veux. Disons que j'ai mis, alors là j'ai 26 ans, que j'ai mis 23-24 ans à vivre dans un genre qui me faisait du mal, qui me faisait souffrir, et que j'ai découvert après 24 ans de vie comme ça que j'étais mieux autrement. En tâtonnant, etc., je suis arrivé aux conclusions que mon bonheur, mon bien-être, en fait, n'est pas dans le genre masculin. Et il est plutôt dans quelque chose qui ressemble au genre féminin, quelque chose qui s'apparente au genre féminin et qui est considéré comme féminin par les autres dans la société. Du coup, j'ai entamé des processus de questionnement, d'aller voir, de parler à ma famille, de parler à des professionnels, parler à des amis, pour voir comment est-ce que ça se passe et, et me voilà. J'ai commencé une transition sociale euh, il y a 2 ans, un truc comme ça. C'est-à-dire social, donc parler à mes amis, demander à être genré autrement, demander à être appelé autrement aussi. Et puis médical, il y a à peu près un an. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Et là actuellement, comment tu te sens? Tu te sens mieux? Oui, de ouf. Ouais. De ouf, de ouf. Je me sens bien sûr, je me sens bien, je me sens mieux. Mieux que j'ai pu l'être pendant ces 24 années et au mieux de ce que je puisse en attendre aujourd'hui. Et ça ne va que en augmentation, bien sûr. Je sais pas si on va dans les détails tout de suite ou si on ira plus loin, mais tu t'en es rendu compte du coup très très tôt, au final, de ta dysphorie de genre. Alors, en fait, je me suis pas rendu compte de ma dysphorie de genre, en fait, parce que déjà, c'est pas identifié comme ça, c'était pas du tout identifié comme ça, mais je me suis rendu compte d'un mal-être, un mal-être social dû au fait que j'étais pas considéré, j'étais pas comme les autres garçons, que j'étais quelqu'un de différent, de bizarre, que j'étais pas accepté avec les garçons, mais que j'étais aussi pas vraiment accepté avec les filles parce que j'étais un petit garçon. Et ça, ça crée du malaise, ça crée de l'incompréhension avant tout, puis de la souffrance. Et c'est ça que, si tu veux, ça vient pendant. Moi, c'est venu pendant l'adolescence, ce genre de remarques, ce genre de réflexion. Mais que le temps de, d'être au courant de ces choses-là, de faire le chemin avec moi-même, aussi parce que j'ai grandi dans une toute petite ville de province et que je n'ai pu rencontrer de personnes trans, ou enfin, j'ai pu rencontrer de personnes trans que très très tard, que passé mes 20 ans, une fois que j'étais parti de cette ville. Donc il y avait toute cette chose que, en fait, tu sais qu'il y a un mal, mais tu peux pas l'identifier parce que tu n'as pas ces expériences, tu n'as pas la reconnaissance un petit peu. Si tu vois pas d'autres personnes qui sont comme toi, c'est tout de suite beaucoup plus difficile d'identifier toi-même ce que tu vis, ce que tu ressens. Donc c'est pour ça que ça c'est arrivé tôt.
le, mmh, le mal-être, en fait, c'est arrivé tôt, mais en termes d'action pour combler, pour aider ce mal-être, c'est arrivé très, très tard, une dizaine d'années plus tard. Ok, ça marche. Léo, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? Euh, c'est difficile de savoir par où commencer en fait. J'imagine, ouais. Essaie de faire au Ouais, mieux, brièvement, concis, pas concis, t'as vraiment ouais, tout ouais. le temps. Bah, dans l'idée, de toute manière, c'est un petit peu comme Crohn, hein. Moi, c'est depuis l'adolescence que je sais qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Qui cloche, déjà, rien que penser comme ça, c'est un problème de penser qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais c'est comme ça que je pensais depuis l'adolescence. Et vu que j'étais dans un environnement où je ne pouvais pas croiser de personnes LGBT, ça me traverse. Enfin, c'est même pas que ça me traversait pas l'esprit, c'est juste que c'était même pas possible d'envisager cette possibilité-là pour moi. Donc j'essayais de résoudre ce qui clochait chez moi en essayant de faire des efforts. Je faisais des efforts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc les efforts, c'était lire des magazines féminins pour savoir comment doit être une femme. Voilà, c'était lire des livres pour savoir comment une femme doit s'occuper d'elle et de son intérieur et ce genre de choses. Et du coup, j'étais dans la performance de ma féminité, donc vraiment à fond, à fond. Malheureusement, quand on est dans ce genre de rôle, parce que finalement je joue un rôle qui n'était pas du tout moi, ben c'est épuisant, c'est épuisant, c'est épuisant, et au bout d'un moment, ça craque. C'est le cas de le dire. Et alors moi, même si j'ai fait mon coming out même à moi-même, c'est très récemment finalement, il y a quelques mois, en janvier. J'ai l'impression que ma transition, elle a commencé à 27 ans, au moment où il y a eu ce crack là, où j'ai fait un gros burn-out, plus gros que d'habitude. Et à ce moment-là, en fait, c'est aussi le moment où j'ai commencé à m'intéresser au féminisme et à me rendre compte que ce que je ressentais et tout, c'était peut-être lié à un truc lié au genre, voilà, une espèce d'oppression, quelque chose. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu à lâcher du lest sur ma performance de genre, où j'ai commencé à arrêter de sourire tout le temps, à arrêter d'être tout le temps épilée, à arrêter de faire ce genre de trucs. Et puis j'ai continué aussi en même temps mes recherches. Donc moi je suis rentrée le pop féminisme. Et puis petit à petit je suis allée de plus en plus loin, jusqu'à arriver aux théories queer. Et puis en allant toujours plus loin là-dedans, dans le même temps j'étais de plus en plus mal avec moi-même, dans mon rapport au genre, dans mon rapport à l'expression de ce genre-là. Et, et je me suis dit, bon, ok, c'est bon, là, il faut que j'ouvre les yeux, il faut que j'en parle aux peu de personnes trans que j'ai dans mon entourage, parce que je me posais vraiment des questions depuis 2 ans. Et c'est en parlant à une amie qui se trouvait être une meuf trans euh, et de l'entendre me rassurer en me disant, t'inquiète pas, c'est normal, juste tranquille, teste des trucs, tu vas voir juste comment tu te sens si tu testes une autre performance de genre. Si tu testes d'être autrement, est-ce que tu te sentiras mieux? Parce que performer le genre qui est pas, celui où on se sent bien, c'est épuisant. Même si je le faisais moins, c'était toujours très fatigant et c'était de plus en plus intenable pour moi. Et en suivant ses conseils, juste en me coupant les cheveux et en essayant de me genrer différemment, juste d'être un peu plus moi-même, je me suis dit: «OK, bon en fait, voilà. En fait, donc d'ici 2-3 mois, on va prendre des hormones et puis ça ira beaucoup, beaucoup mieux». Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et voilà. Donc tu n'as pas commencé ta transition médicale. Tu commenceras dans J'ai eu 3 ma mois. première injection il y a 3 semaines bientôt. Ok. Donc j'aurai la deuxième injection lundi. Et Voilà. là, comment tu te sens alors? Tu te sens beaucoup mieux, j'imagine? De ouf. C'est un truc de... Enfin, en plus, moi, là, je suis vraiment dans le moment où je peux encore faire très facilement la comparaison avant-après. Donc c'est encore une émotion qui est assez forte et assez... Enfin, pas violente, mais violente dans le bon sens du terme. Et c'est incroyable, enfin, c'est juste incroyable, juste même quand je fais des choses, mais très très simples, juste travailler, me projeter dans le futur, me voir par mes propres yeux et ne plus me voir par les yeux des autres, parce que ça c'est un truc, ça a tout changé. Avant, je me voyais, je me conscientisais par le regard des personnes qui avaient en face de moi. Aujourd'hui, je me conscientise avec ma propre perception. C'est très difficile d'expliquer ça, mais c'est quelque chose qui change pas mal de trucs en fait dans son rapport à soi-même. Ça change tout et puis voilà, comme je disais, dans tout ce que je fais en fait, je suis beaucoup plus détendue vis-à-vis de moi-même. Je me suis lâché la grappe en fait. Je me suis dit: «OK en fait, tranquille, maintenant je suis moi-même»
Et c'est assez étrange, mais ça se passe de mieux en mieux dans ma vie, en fait. Il y a un côté un peu, waouh, mais c'est beaucoup trop facile Tu par te sens plus rapport à léger, comment j'en ai chié. plus Ouais, léger, plus c'est ça. libre, c'est ça, ouais. C'est ça, exactement. J'en ai tellement chié avant, là, je suis en mode, tout est très facile, tout doit y avoir un truc. Enfin, je suis là, en ce moment, je suis en train de me dire ça, quoi. Mais sinon, vraiment, ça va très bien. Voilà, ça va vraiment bien. Cool, super. Mm. Donc Cassandre, c'est ton tour. La chance. Bah, moi, c'est un truc, dans toute bah, pareil, enfin, j'ai envie de dire oui, ça a commencé, dans l'adolescence, l'enfance et cetera, mais davantage dans le sens où, j'intégrais pas les injonctions de genre, par exemple. Genre, moi, on m'a dit très, très vite que j'étais un garçon manqué et du coup, pour rationaliser le truc, je me disais: «Ah mais c'est logique, j'aurais dû naître un garçon, mais un truc qui a merdé au dernier moment» et du coup, j'expliquais aux gens, genre: «En fait, j'aurais dû être un garçon, mais en fait, dans le ventre de ma mère, il y a un truc, ça a merdé, je sais pas, il a dû y avoir un truc hormonal et du coup, bah, bon, bah, voilà, je suis devenue une fille, bon, voilà» et c'était beaucoup un truc, mais parce que en fait, tout simplement, il y avait toujours ce décalage-là où quand on me disait «elle», quand on me parlait à moi au féminin et cetera, genre, c'était vraiment ce truc-là, j'avais l'impression qu'on me parlait pas à moi et même quand je me regardais dans le miroir, il fallait que je me scrute pour me trouver. Et il y a eu toujours ce truc un petit peu là de friction que je ressentais et en même temps, comme j'étais pas forcément très populaire, voilà, moi je passais ma vie à lire des bouquins et cetera, bah, ça me soustrayait aussi à l'angoisse de devoir me conformer à la féminité. Parce que j'avais pas particulièrement de groupe, social féminin dans lequel je me sentais que pour appartenir, je devais me laisser pousser les cheveux et cetera. Hem, donc en fait, j'ai vécu pas mal de mon enfance et de mon adolescence dans une espèce de neutralité par rapport à ça, mais c'était plus genre, je remettais la question à plus tard, en mode genre: «Oui, je pense pas à mon corps, je pense pas à moi et puis on verra plus tard» et en fait, c'est au fur et à mesure, pareil, en fait, en découvrant, d'abord en posant des questions sur mon orientation sexuelle que j'ai découvert toutes les questions LGBT et que j'ai très, très vite rencontré tous les termes un peu trans, non binaires, pareil, par un peu du pop féminisme, pop LGBT de l'époque, hem, d'il y a longtemps, genre 2015, un truc comme ça et du coup, tout de suite, ça a collé, non pas dans le sens au début, genre, c'est l'idée de non-binarité qui collait parce que j'étais un peu en mode: «Ah, c'est bon, en fait, genre, je suis pas obligé de devoir me conformer, genre, c'est tranquille, j'ai le droit d'être, dans cette neutralité-là» et aussi parce que à force, bah, d'avoir été un peu soustrait aux interactions genrées qui avaient été autour de moi, bah, le genre masculin m'apparaissait tellement loin et c'était presque impossible, en fait, de m'imaginer là-dedans. Donc en fait, pendant donc on va dire de 2015 à 2019, un truc comme ça, je m'identifiais comme non binaire parce que, ouais, c'était trop loin pour moi de me figurer dans le genre masculin. Mais quand je demandais donc je transitionnais socialement, hein, je demandais aux gens autour de moi de me parler plus au neutre, voire au masculin et cetera et en fait, je me rendais compte très, très vite que quand je parlais au neutre, il y avait toujours un truc qui frottait, mais quand on me disait «il» parce que, bah, le genre neutre dans la langue française, c'est impossible, du coup, bah, par défaut, les gens me genraient au masculin et là, c'était plus confortable tout de suite et là, je me sentais que je me posais plus de questions, ça arrêtait de mouliner dans ma tête et du coup, bah, progressivement, je me suis dit: «Bon, OK, très bien, en fait, je suis plutôt du côté masculin» et j'ai commencé à me poser des questions par rapport, à la transition physique, mais pas trop dans le sens de, pour être un mec, je dois transitionner physiquement, mais plutôt dans le sens de, OK, en fait, du coup, bah, en fait, ma voix, bof, genre les traits du visage, moyen, les choses comme ça et en fait, du coup, bah, je voyais que les hormones pouvaient aider à régler ça et du coup, bah, j'ai commencé à transitionner, hormonalement il y a 3 ans, du coup. Heu et au début, en fait, je me disais: «Ça se trouve, ça va pas me plaire, ça se trouve, quand je vais commencer» moi, j'avais très, très peur de la pilosité faciale. Et donc je me suis dit: «Ah non, mais franchement, quand la barbe va commencer à apparaître, ça va pas me plaire et tout». Je m'apprêtais à arrêter, en fait et comme la transition hormonale, c'est vraiment une espèce de puberté, ça se fait par des changements très progressifs, très quotidiens et cetera. En fait, c'est imperceptible au quotidien, mais tu t'en rends compte uniquement quand tu fais le avant-après, quasiment. Bah, en fait, je me rendais compte qu'au fur et à mesure des changements qui me chauffaient pas trop, quand je me les imaginais, dans le futur, mais qui au final quand ils apparaissaient, je me disais: «Ah en fait non ça va, ça fait sens, c'est logique et tout». Bah, du coup ça a renforcé en fait mon identification, au genre masculin. En fait c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bah, c'est en transitionnant que je suis devenu, trans trans. Et là, actuellement, comment tu te sens? Tu te sens bien, j'imagine? Tu te sens bien mieux? Bah, super bien et en fait, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait eu un avant-après particulièrement radical. En fait, j'ai juste l'impression que, bah, juste, je me suis ouvert davantage de possibilités, en fait, dans ma vie et dans la façon dont je me figure l'avenir. Enfin, je me voyais pas passer, par exemple, la barre des 30 ans avec le corps que j'avais avant et avec l'expression que j'avais avant. Donc je pense que simplement, genre, j'ai juste
réussi à déverrouiller la porte qui me permettait de continuer ma vie, quoi. Sinon, je peux passer à la prochaine question. Bah, qui dit vidéo d'initiation dit évidemment vieux poncif, donc je suis navré, je dois vous poser des questions qui pour vous paraissent un peu candides, mais je pense qu'on doit passer par là. Je pense que c'est important au point où on en est de déjà faire la différence entre le sexe biologique et le genre. Qui veut se lancer dans cette explication? Alors, On a un expert. Ah. quoi? Bah, en fait, déjà le sexe biologique non, mais je vais déjà rentrer dans les trucs, en mode oui, le sexe biologique. Voilà. En En vrai, fait, le vas-y, hein, sexe biologique, t'as On est autant le temps que débutant. tu veux et tu peux dire ce que tu veux. en fait, le sexe biologique, c'est déjà ce qu'on appelle un faisceau d'indices, dans le sens où c'est composé de, enfin, quand la médecine moderne a commencé à arrêter ce qu'était le sexe féminin et le sexe masculin, par exemple, genre ils ont commencé à trouver un faisceau d'indices qui statistiquement se retrouve davantage dans la population masculine et davantage dans la population féminine. Donc, tu as des chromosomes, tu as des certains taux hormonaux. Alors, tout le monde produit de la testostérone et de l'œstrogène, par exemple, mais du coup, ce qu'on considère comme un homme biologique, ça va être des taux de testostérone qui sont bien plus élevés, des taux d'œstrogène beaucoup plus bas. Donc, en fait, en fonction de cette répartition-là statistique, chromosomique, hormonale, sexuelle aussi, donc la façon dont bah, tout simplement le corps répond aussi aux hormones, parce que le corps produit et reçoit les hormones en même temps. Et du coup, en fait, au travers de ce faisceau d'indices, la médecine a caractérisé ce qu'était le sexe biologique masculin et le sexe biologique féminin. Donc ce sont voilà, c'est des données un peu neutres, mais simplement qui ont une répartition statistique. Et en fait, souvent à partir de ça, on y accole des fictions qui préexistent déjà dans la société. Dans le sens où, si tu as socialement l'idée que du coup les hommes sont dominants parce que ce sont les guerriers et cetera, bah, du coup tu vas interpréter les données biologiques comme la preuve que ce sont bien les dominants et bien les guerriers. Donc par exemple, le pénis en érection, ça va être, l'arme du guerrier, ça va être la preuve que, il pénètre et que du coup il est dominant et conquérant, par exemple. Hem, donc en fait le genre, c'est tout ce qui a été mis au-dessus de cette neutralité un peu statistique qu'il y a dans la répartition des corps humains. Et du coup, tout ce qu'on va adosser à ça, donc tout ce qu'on va adosser au fait que, bah, du coup, parce que tu as une voix plus grave, on va considérer que, c'est la preuve que tu es dominant parce qu'il faut que tu te fasses entendre, très, très loin. Donc, le genre masculin, c'est celui qui a la voix grave et qui affirme qui il est, tu vois? Donc en fait, voilà, donc le genre, c'est tout ce faisceau de signifiants qu'on accole par-dessus le sexe. Voilà, c'est un peu un résumé de la distinction entre le sexe et le genre. Et si je peux essayer de faire une synthèse de ce que tu viens de dire, je dirais que le sexe, c'est des attributs biologiques et il y en a plusieurs, potentiellement qui s'expriment de différentes façons, pas forcément, juste en 2 sexes différents parce que ça c'est remis en question. Et le genre, c'est, les femmes ont les cheveux longs, les hommes ont les cheveux courts. Voilà. Ouais, c'est ça. En gros, Vraiment disons en qu'il y a faisant une très répartition. synthétique, hein. Ouais. Pardon, excuse-moi. Ouais, non, mais disons que comme a dit Catherine, de toute façon, en fait, le sexe, ça va être toute une série d'attributs biologiques, des attributs physiques. Donc, ça va des chromosomes à la mue, par exemple, la production de testostérone et comment est-ce qu'elle va être euh, synthétisée et utilisée par le corps. Et ça, déjà, on a une répartition qui est, alors c'est une répartition bimodale. C'est pas binaire, c'est-à-dire il y a pas des caractéristiques qui sont soit homme, soit femme, c'est juste le croisement de toutes ces caractéristiques qui va te placer quelque part sur un spectre. Et ce spectre, bah, il a plutôt une projection bimodale. Donc, tu as deux pics, pic homme, pic femme, et tu as des gens qui sont un petit peu partout sur ce spectre. Voilà. Entre les deux, à des extrêmes, sur les pics, ça se passe comme ça. Et après, à ça, il y a toute une série de normes, de comportements sociaux qui vont être associés à un pic ou à l'autre. Et ça, ces normes, ces comportements sociaux, là, c'est le genre. Le genre, c'est le sexe social. Et pour ajouter aussi à ça, pour aller un peu plus loin du coup dans la théorie féministe, donc là on fait voilà, étape 1, étape 2, etc. Le genre, c'est aussi ce qui organise la hiérarchie. Parce que tout simplement, c'est quoi par exemple l'intérêt, comme on a tous des cheveux, c'est quoi l'intérêt de se dire les hommes ont les cheveux courts et les femmes ont les cheveux longs? Il y a aussi l'idée que comme on est dans une société patriarcale, c'est une société qui est définie par la domination d'un genre sur l'autre. Et du coup, des caractéristiques au sein de ce genre sur l'autre, typiquement par exemple la virilité, sera attribuée uniquement aux hommes
alors que c'est des valeurs de courage, de force, etc., qui peuvent se retrouver chez tout le monde. Mais donc, va y avoir en fait une attribution différente de ce genre en fonction du coup de la place que tu occupes dans l'échelle de la domination. Et du coup, là-dessus, pourquoi du coup il y a une interaction entre le genre comme une expression de soi et le genre comme une hiérarchisation, comme une différence de capacité sociale, c'est aussi tout simplement parce que dans tout système de domination, il faut pouvoir identifier les dominants des dominés. Et en fait, c'est pour ça que tous les attributs de genre et tous les stéréotypes de genre, c'est aussi une façon de permettre que dans une société, on sache où sont les femmes, où sont les hommes, pour maintenir en fait ce truc-là. C'est par exemple, on parle souvent par exemple de la question du sexe à l'état civil, donc on a tout sur la carte d'identité. Il faut savoir qu'à l'époque, en plus du marqueur de sexe, tu avais aussi un marqueur de race, notamment le statut d'indigène, etc. Et enfin, à mesure en fait que ces dominations ont été considérées caduques, elles ont été enlevées. Et en fait, la catégorie de sexe continue de rester, et donc continue justement de rester une catégorie du coup qui est considérée comme importante pour organiser les hiérarchies sociales. Tu me court-circuites un petit peu parce que c'est une question que je voulais vous poser. Moi, je me demandais en fait, mais c'est pas grave, hein. Enfin, je me demandais s'il n'y avait pas une sorte de volonté ou de dynamique antipatriarcale slash anticapitaliste quant au fait de devenir transgenre. Parce que du coup, ça démonte totalement tous les schémas homme-femme, les schémas oppressifs. Je ferai des synthèses. Ah, C'est disons discussion libre, allez-y, hein, que, ouais. en fait, il y a déjà. Vu qu'en fait, on vit, on est construit, en fait, on traverse des phases de sociabilisation en société, que ces phases de sociabilisation vont nous inculquer des normes, des comportements, et que, oui, je pense aussi qu'il y a. En fait, on nous inculque qu'il n'est pas possible de changer, une fois qu'un genre, une fois que quelque chose t'est mis sur le dos, en fait, c'est quelque chose euh, en fait, il y a un processus de naturalisation du genre, du fait que en fait, le genre, on va créer, on va entretenir cet amalgame entre le genre et le sexe de façon à considérer que le genre, c'est quelque chose d'immuable, c'est quelque chose dont tu ne peux pas changer, que tu ne peux pas modeler, et tout ça, en fait, ça va être intégré. Donc il y a une volonté aussi en tout cas, dans le discours trans ou le discours non binaire, il y a une certaine volonté aussi de s'affranchir de ces normes-là, de s'affranchir de l'immuabilité de ces normes et de ces comportements. Après, est-ce que c'est quelque chose qui est conscientisé? Pour la plupart des gens, non. Je veux dire, on ne conscientise pas le fait de vouloir s'affranchir de ces normes-là. On peut le faire, c'est possible, mais ça passe pas forcément, avant tout par, une phase de déconstruction quoi que ça puisse vouloir dire, dans la bouche de la personne qui l'émet. Il y a quelque chose de très organique aussi dans la façon de considérer son genre et de voir la possibilité d'en changer. Mais après oui, c'est effectivement, on peut considérer ça comme une démarche antipatriarcale, une démarche anti normes sociétales, quelles qu'elles soient. C'est possible de considérer ça comme ça, bien sûr. On peut considérer ça comme ça, mais au même titre qu'on peut considérer qu'une femme cisgenre, qui fait énormément de musculation, qui est extrêmement, virile, courageuse, qui parle fort et cetera, elle aussi, dans ce cas-là, elle serait dans la même démarche parce qu'elle aussi, elle va à l'encontre de ces normes de genre. Donc et je pense pas qu'elle le enfin, dans l'exemple que je prends, c'est pas nécessairement, antipatriarcal sa démarche. C'est parce qu'elle, ça la fait kiffer d'avoir cette vie-là et c'est parce qu'elle se sent bien là-dedans. Donc oui, c'est une démarche antipatriarcale, mais c'est pas l'objectif, en fait. C'est cool si ça se Mm. rajoute. Mais à la C'est base, ça, c'est surtout, exprimer qui on est et vivre bien avec nous-mêmes. C'est peut-être trouver son identité, c'est ça? Disons que c'est à partir du moment où on considère le patriarcat comme l'enfermement justement de l'entièreté de la société dans deux cases hermétiques, le fait simplement en effet, dans son expression de l'identité, dans toute la diversité qu'elle a, le fait que cette expression de la diversité remette en question ces cases hermétiques, ça fait que c'est antipatriarcal malgré soi. Mais après, t'as beaucoup de personnes trans qui vont se conformer à des stéréotypes de genre très très binaires, par exemple, qui vont pas forcément voir leur transition comme un acte militant. Je pense qu'on est tout aussi
tout aussi soumis justement à ces stéréotypes de genre que le sont les personnes cis. Et tout simplement, nous, on essaie de trouver un espace dans Mmh. lequel on peut exprimer en fait ce qu'on est et ce qu'on considère qu'on a envie d'être, le devenir dans lequel on veut s'inscrire, de façon décorrélée du reste des structures qui nous enferment justement dans notre case de départ. Pour revenir un petit peu sur ce que disait Léo, par rapport à la femme, qui fait de la muscu, qui a les cheveux courts et cetera. En fait, faut aussi considérer, faut aussi garder en tête que le genre n'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose qui est binaire où tu as pas que, hommes et femmes et que, les genres, en fait, il y en a plein. Il y a une multiplicité des genres et que en en soi, une femme qui fait de la muscu, qui a les cheveux courts, qui est très, entre guillemets, «masculine», elle a son elle n'est pas non plus dans le genre féminin, en fait. Parce qu'il y a une émancipation de ces clichés, de ces stéréotypes de genre, strictement féminins. Il y a déjà, en fait, une émancipation de ce genre-là. C'est d'ailleurs des propos que peuvent tenir des théoriciennes comme Monique Wittig sur les lesbiennes et sur, le fait que les lesbiennes ne sont pas des femmes dès lors que en fait elles s'extraient du rapport patriarcal, du fait qu'elles arrêtent de relationner avec des hommes. Mais que Judith Butler va continuer plus tard en disant que le genre en fait dans sa performance, est bien plus en fait, va bien plus loin que uniquement se considérer comme homme ou femme, en fait. Et que, par exemple, les artistes drag, en fait, performent le genre, que les lesbiennes sont un genre à part entière. Il y a tout un tas de de de, mmh, de fluidité, quoi, quelque part là-dedans. Et que même à l'échelle, même parmi les hommes, parmi ce que la société considère comme des hommes, tous les hommes n'ont pas le même genre. Et qu'un homme, ultra musclé et un homme, plutôt éphèbe, Heu, bien que tous les 2 étant des hommes, n'ont pas exactement le même genre. Bah, c'est aussi, même c'est ce qu'on retrouve aussi beaucoup dans la répression, de l'homosexualité, par exemple. Quand tu t'intéresses, mais typiquement même aux thérapies de conversion, pour transformer les hétéros, les homos en hétéros, pardon. Bah, en fait, souvent, ça va passer par le comportement de genre. Ça va passer par le fait de, s'habiller, de se comporter de façon plus masculine et cetera. Donc en fait, Heu, tout ce qui est considéré comme genré fait partie de l'ordre du genre. Donc si on est dans une société qui considère les rôles sexuels comme inhérents à l'ordre du genre, bah, dans ce cas, l'homosexualité en soi met un trouble là-dedans parce qu'elle remet en question la façon dont le genre est bicatégorisé et considéré comme complémentaire par l'hétérosexualité, par exemple. Bah, justement, Léo, dans ta dernière vidéo que tu as sortie il y a pas longtemps, tu nous faisais peur il y avait une sorte de transphobie ultra violente et qu'elle était partout. Moi, je te cache pas, bah, qu'en tant que mec blanc, cis, hétéro et tout, je le remarque pas forcément. Est-ce que tu peux me dire en quoi c'est compliqué quand on est trans de vivre dans notre société actuelle? Pourquoi tu dis que la transphobie est partout et à quel point elle est ultra violente? C'est-à-dire que même avant, bon alors, tout à l'heure j'ai dit à 27 ans j'ai craqué, tu vois? Et j'ai commencé ma transition sans même savoir que j'étais trans. Et à ce moment-là, dans ce craquage, je me suis coupé les cheveux courts comme aujourd'hui et je m'habillais de manière très neutre. Mais en fait, à ce moment-là aussi, je me suis pris de la transphobie dans la gueule, alors que dans ma tête, j'étais pas du tout trans, tu vois? Juste j'étais dans une énorme dépression et je voulais devenir invisible. Et le fait d'avoir les cheveux courts et le fait, d'être dans l'espace public, en ne performant pas le genre féminin, j'ai pris des remarques transphobes et des remarques homophobes. Il y a des mecs qui m'ont arrêtée dans la rue pour me dire, «Tu un homme ou une femme, tu ressembles à rien». Il y en a aussi, quand je sortais boire des coups qui me disaient, «Pourquoi est-ce que tu détestes les hommes? C'est quoi ton problème?» Enfin, des remarques, à la fois du coup lesbophobes et transphobes, c'est un peu compliqué, mais aussi sexiste, mais aussi misogyne. Mais en fait, tout ça, c'est un petit peu la même chose parce que ça se rejoint, mais c'est juste qu'on n'utilise pas les mêmes mots selon les contextes et les personnes qui subissent, les violences. Et du coup, une fois qu'on est trans, en fait, ce genre de petites choses, donc on te ramène à ton genre assigné à la naissance, c'est ça, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe,
Mais pour moi, la transphobie, c'est de te rappeler ton genre assigné à la naissance et surtout te rappeler que tu le performes mal et que c'est pas tolérable que tu sortes de la norme attendue, de la performance attendue. Et une fois que bah, voilà, qu'on commence à transitionner, ou même avant, quand on est ouvertement homosexuel, déjà, il y a des rappels à l'ordre régulièrement. Bah, ça, c'est quotidiennement. Et C'est tout le temps. je me permets de te couper, mais du coup, c'est une sorte de transphobie en filigrane. Je veux dire, c'est partout, mais ça se voit pas forcément en fait. C'est ça, tu le vois dans plein de détails. Il y a plein de détails qui te ramènent à ça et qui te font te sentir très mal en fait. C'est ça? Est-ce que tu aurais C'est des ça. exemples par exemple? Bah, alors, en fait, vraiment le mot, transphobie, enfin, encore une fois, vous 2, vous êtes plus théoriciens et théoriciennes que moi, mais pour moi, transphobie, sexisme, en fait, c'est la même chose, mais c'est pas dans le même contexte. La transphobie, ça va être vraiment pour faire du mal à une personne trans, pour haïr une personne trans, pour, lui rappeler qu'elle est un monstre, et cetera, et cetera. Mais finalement, le sexisme, c'est pareil. Quand, on dit, d'une femme, pareil, qu'elle, je sais pas, oh, elle parle fort et puis elle est très arrogante, et puis elle nous casse les pieds à faire sa girl boss, etc., etc. Ça, c'est du sexisme. Mais en fait, ce qu'on est en train de rappeler, c'est que une femme doit être douce, doit être gentille, doit être soumise, doit être bien à sa place, etc., etc. Donc, bon, alors, ça, quand t'es une femme cis et que tu le vis, c'est du sexisme. Mais quand t'es un mec trans comme moi en début de transition, quand on me dit que je suis arrogant, que je parle fort, que. Non, c'est pas ça qu'on me dit. Je sais plus ce qu'on me dit. Si, quand il y a des personnes qui me considèrent encore comme une femme et qui me font ce genre de remarques, bah là, c'est de la transphobie du coup. Mais finalement, c'est un petit peu la même chose, quoi. Enfin, c'est juste que ça s'adresse pas aux mêmes personnes, ni exactement pour les mêmes raisons, ni avec la même violence et la même intensité. Et le rappel à l'ordre de ton genre, il est absolument partout, mais ne serait-ce que pour des trucs très cons, ne serait-ce que pour les rasoirs. Quand tu veux t'acheter des rasoirs et que t'es une femme, t'as des rasoirs roses. Et quand tu veux t'acheter un rasoir et que t'es un homme, t'as des rasoirs bleus. Et si t'es un homme et que t'achètes les rasoirs roses, eh ben tu vas te prendre de la discrimination derrière s'il y a quelqu'un qui le voit. Bon, après, ça va pas on va pas forcément te virer pour ça. On va dire, ah, c'est quoi ces rasoirs de tapette? Enfin, et ce genre de rappel systématique, qu'on appelle ça du sexisme ou de la transphobie, encore une fois, c'est mon interprétation en fonction des contextes, bah c'est absolument partout, tout le temps. Mais et quand on se sent bien dans le genre où on est et qu'on performe plutôt OK son genre et qu'on est, on est confiant vis-à-vis des choses qu'on performe pas, typiquement un mec peut très bien dire: «Non, moi j'aime pas le sport, ça me casse les couilles» et ça peut être très bien toléré dans la société, hein, il y a pas de souci. Tant qu'on est confiant avec ça et qu'on est à l'aise avec ça, ça peut être plutôt OK. En fait, dans ces cas-là, on ne voit pas toutes ces petites choses parce qu'on est confiant avec soi-même. Mais quand justement on se sent terriblement mal vis-à-vis de tous ces rappels qu'on nous envoie dans la figure en permanence et qui ne correspondent absolument pas à la manière dont on est bien, dont on arrive à s'exprimer, à occuper l'espace, à vivre, bah c'est violent. Et cette violence, elle est à peu près constante et partout. Bah, Toi, Krone, moi, bah, ouais, ou vas-y, Cassandre? Chrome. Non, si, Bah en si, fait, vas-y, Chrome. Krone du Ouais. coup qui vit le processus inverse de celui de Léo, comment tu le ressens toi? Je vais y répondre, je veux juste revenir sur quelque chose Vas-y, vas-y, vas-y. qu'a dit Ouais, ouais, Léo très, bien très, très sûr. vite. En fait, c'est question de considérer que ce soit du sexisme, enfin, de la misogynie, de la transphobie, de l'homophobie, etc. En fait, on est au fond, c'est comme Léo l'a dit, hein, au fond, on est sur le même problème. On est sur le problème que, en fait, le genre, c'est quelque chose d'immobile, quelque chose dont, en fait, il ne faut pas sortir. Et que ce soit pour le sexisme, que ce soit pour l'homophobie, la transphobie, ce qu'on te rappelle par la violence, par ces remarques-là, c'est que tu n'es pas où tu dois être. Tu n'es pas où tu dois être, tu dois retourner dans la case de ce qui t'a été assigné à la naissance. Donc, si tu es un homme, on va te rappeler que non, si tu mets du vernis, c'est que oh là là, tu performes mal le genre masculin. Retourne à ta place. Si tu es un homme, que tu couches avec des hommes, non, tu performes mal le genre masculin. L'homme couche avec des femmes. Donc, retourne dans ta case. Et toutes ces remarques, toutes ces violences, bah, oui, elles sont identifiées de manière différente selon, selon, selon l'endroit d'où on se situe et d'où on les vit, en fait. C'est que moi, par exemple, dans ma vie, avant de vivre de la transphobie, j'ai vécu beaucoup d'homophobie.
Ça passe par ce genre de choses. Et après, bah, pour répondre à ta question, hem, en fait, il y a tous ces rappels subtils, mais pourtant violents, en fait, et c'est pas là de dire qu'on est des vicos et que tout est d'une violence inouïe. Mais en fait, ça reste de la violence. Il y a une violence à te rappeler que tu n'es pas où tu dois être et que retourne retourne à ta place, sinon conséquence. Et à ça, faut ajouter aussi tout ce qui est ce qui n'est pas de la violence, par exemple de la violence physique. C'est pas quelqu'un qui va te taper ou même quelqu'un qui va t'insulter, etc. Mais c'est le malaise. C'est que dans l'expérience trans, en fait, il y a en fait, du fait qu'on nous apprend que le genre c'est quelque chose d'immobile et qu'on ne peut pas passer d'un genre à l'autre, on ne peut pas s'extraire de son propre genre dont on a été assigné à la naissance. En fait, ça crée le malaise chez les gens de constater qu'il est des gens qui existent en dehors de ces cases-là et qui font d'un chemin à l'autre. En fait, ça crée un malaise chez les gens et ce malaise, il peut être constaté du fait qu'on crée un trouble dans ce que eux considèrent comme leur propre genre, en fait, leur propre façon de voir leur genre. S'ils sont, comme nous tous, élevés, sociabilisés, en intégrant ces systèmes binaires de genre et de considérer que c'est pas possible de changer de l'un à l'autre, et bah, ça peut créer, c'est pas une souffrance, mais c'est un malaise, c'est un trouble chez les gens que de considérer qu'il y a des gens qui existent en dehors de ce qui leur a été inculqué depuis leur naissance. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus violent pour les femmes trans. Parce que quand on a construit aussi, alors construit, je veux dire socialement, le, une, un élargissement de ce qui est considéré comme acceptable pour une femme. L'inverse par rapport à la masculinité, en fait, je veux dire, la masculinité est beaucoup plus stricte que ça. Et que dès lors que tu mets un pas en dehors de la masculinité, en fait, c'est quelque part plus facile à rejoindre la masculinité que de rejoindre la féminité. Par contre, tu peux être exclu de la masculinité très 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 vite. Parce que dès lors que tu mets un pas en dehors de la masculinité, bah, il y a ce côté d'être considéré presque comme Un un sous-homme, monstre, en fait. peut-être. Il y a une part de monstruosité, bah, de sous-homme, et pas de femme, mais de sous-homme et une part de monstruosité. Que de dire que, oula, cette personne n'est plus un homme, cette personne n'est pas une femme non plus. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et là, bah, tu as de la déshumanisation, c'est pour ça que je parle de monstruosité aussi. Parce que on est dans cette uncanny valley, en fait. Ce passage pour expliquer très vite, euh, euh, ce passage de malaise, de trouble, lorsque, par exemple, un robot s'approche très fort de ce à quoi ressemble un être humain, mais n'y est pas totalement. Et le fait de ne pas y être totalement, bah, ça crée une gêne. Vous voyez, on voit quelque chose qui ressemble à un humain, mais qu'on n'est pas vraiment un, c'est bizarre. Et bah, il y a ça aussi qui est vécu dans l'expérience trans. Cette uncanny valley, il y a un malaise chez les gens. Et ça peut être perçu. Je veux dire, moi, je peux percevoir par moment le malaise qui est créé par les gens de par ma simple présence, de par ma simple existence, en fait. Hem Et encore, je l'ai plutôt bonne parce que, il y a les questions de passing aussi qui rentrent et cetera et que j'ai pas non plus à me plaindre plus que nécessaire. Mais ce malaise, il peut être visible, il peut être perceptible et il peut mener à d'autres violences, comme des violences physiques, comme ce genre de choses. Il y a une punition, en fait. Tu t'extrais de ton genre assigné à la naissance? Non, tu devrais pas le faire. Alors on te punit. On te punit soit par la violence, ça va être de la violence verbale ou de la violence la subtile, hein, qui te fait comprendre que ah non, tu ne fais pas bien. Dire à une femme qui parle fort, non, tu devrais pas parler fort, c'est pas comme ça que font les femmes. Mais ça peut aller jusque de la violence physique, des tabassages, parfois des assassinats, ce genre de choses. Donc on a tout un spectre de violence à expérimenter dans l'expérience trans, quoi, quelque part. Mais en vrai, bon, Du fait qu'on s'extrait de tout ça.
peut-être que je prends trop parti, mais tant pis, c'est pas grave, mais qu'est-ce que ça peut leur foutre aux gens? Enfin, je trouve ça dingue que juste votre simple présence, ça puisse amener à autant de haine et autant de... Genre, en vrai, qu'est-ce qui C'est se passe dans très leur tête? important. Enfin, C'est très important Ah, pour les gens de bah, savoir qu'est-ce que tu as entre les jambes. Déjà, ça, c'est fondamentalement important. Je ne comprends pas pourquoi, mais... Et puis pour savoir comment ils vont pouvoir se comporter avec toi. Ça, c'est pour ça qu'ils ont besoin de connaître ton genre. C'est mm, si tu mets le trouble, du coup, ils savent plus comment ils doivent se comporter avec toi. Enfin, si t'as en face de toi, tu as un homme cis et qui voit une personne avec ma gueule et ma voix, il va se dire merde, je domine cette personne ou c'est mon égal, tu vois. Enfin, après là, c'est pas conscientisé, tu vois, mais il y a ce truc-là. Le genre de la personne que tu as en face de toi va conditionner la manière dont tu vas te comporter avec cette personne-là. Et une fois que tu mets le trouble, les gens ils perdent les repères et enfin, ils savent pas. Et puis aussi, c'est très important de savoir ce que tu as entre les gens. Je sais pas pourquoi, ouais, mais c'est très important. il y a aussi le fait que, en fait, ce malaise, c'est un malaise qui est intérieur aussi. Parce que quand tu grandis, on te dit il y a deux genres, c'est comme ça, tu peux pas bouger, c'est point comme ça. Le fait de voir, d'interagir avec des personnes qui sont en dehors de ça, qui te montrent du fait de leur propre existence que ce qu'ils ont appris pendant toute leur vie n'est pas vrai, bah, ça crée quelque chose, ça remue des choses. Pardon, je te laisse parler, Cassandre. Oui, c'est ça, il y a une réaction littéralement, c'est un réflexe de défense. Mais ouais, pour revenir sur la question de la transphobie et tout, moi j'aimais une distinction, et d'ailleurs c'était un peu en filigrane dans ce que disaient Krohn et Léo, mais il y a une distinction pour moi entre ce qui est de l'ordre du cis-sexisme, ou même simplement du sexisme, et de la transphobie. Dans le sens où ce qu'on appelle le cis-sexisme, c'est le fait de considérer que bah, du coup, les cases de genre sont fixes et qu'on ne peut pas passer de l'une à l'autre, par exemple. Mais on peut aussi appeler ça tout simplement le sexisme. Quand on parle d'hétérosexisme, quand on parle des personnes gays et lesbiennes, mais c'est aussi du sexisme, parce que le sexisme se constitue justement de ces deux cases hermétiques. Hem, Après, la transphobie, en fait, quand il y a une apparition d'une phobie, c'est quand le phénomène social est identifié. Dans le sens où l'apparition des personnes trans en tant que catégorie sociale, ça fait que à ces personnes trans, on va accoler certaines représentations. Notamment, par exemple, le fait de nous considérer comme des malades mentaux, de considérer qu'on est dangereux pour les enfants, de considérer, bah, je vais donner l'exemple, l'image d'Épinal, hein, mais Buffalo Bill, et ce truc-là de, une femme trans est forcément, un homme dérangé qui veut violer des femmes ou alors qui veut se les approprier et qui machin truc. Et en fait, c'est tout ce qui va être le contenu de ce qu'on va mettre derrière ce qu'on perçoit de la personne trans, ça va être là la transphobie. Et aujourd'hui, on est dans une montée en flèche justement de cette transphobie parce que précisément, les personnes trans deviennent une catégorie sociale un peu plus identifiée. Et du coup, les discours autour de ça se développent. On voit beaucoup ça en ce moment. On a eu ça un petit peu sur le sport, par exemple, que les personnes trans dans le sport mettraient en danger les femmes, etc., mettraient en danger le sport en lui-même. Et en fait, du coup, que la catégorie trans devient dangereuse en soi. Mais tout comme c'est la même pour l'homophobie, tout comme d'ailleurs c'était les mêmes arguments de ils vont ils vont, comment dire? Ils vont pervertir les enfants, ils vont détruire l'ordre de la société et cetera. Donc en fait, pour moi, la transphobie, c'est quand précisément en tant que personne trans, tu es identifié comme un danger, comme un fléau social pour reprendre, les termes qui étaient utilisés à l'encontre des homosexuels, dans les années 70, que tu es considéré en tant que personne trans comme un danger à la société. Et le cissexisme et le sexisme en général, ça va être de l'ordre de ces injonctions-là qui vont te maintenir dans ta case et te faire des rappels à l'ordre du genre constants, et qui vont en fait voilà, le cissexisme, c'est la police, et la transphobie, c'est le tabassage. mais c'était Léo Ouais. dans sa dernière vidéo qui parlait de contagion, justement, comme quoi apparemment on mettait ça dans le crâne des gens, il y aurait limite un lobby LGBT. Il y en a même qui parlent de propagande LGBT ou de propagande transgenre. Vous en pensez quoi de ça, sérieusement? En Moi, j'ai fait, pas eu le il y a mémo, un hein. truc qui est... Pardon, vas-y si tu veux. Non, je disais C'est s'il y a une vrai. propagande, j'ai pas eu le mémo moi perso. Moi, je suis pas payée. Moi non plus. Pourquoi? Vous avez vraiment l'impression que votre cause elle est mise en avant et que vous pouvez vous exprimer sainement et pleinement sur ce sujet? En fait, en fait, je sais pas, moi je vois ça sur le en fait déjà non, ou peut-être que, il y a une instrumentalisation en fait de nos luttes, que ce soit par exemple, la,
pour être la pire gauchiste qui soit, hein, la bourgeoisie instrumentalise, certaines luttes. La bourgeoisie instrumentalise, les luttes progressistes en général et les luttes LGBT même particulièrement et que c'est dans son intérêt de se servir de ces luttes-là pour dominer, en fait. Pour, dire: «Regardez, nous, on accepte les LGBT, nous, on est bien, regardez, les personnes trans sont nos amis» et encore, il y a quand même une belle différence entre une personne, homosexuelle cis et une personne trans. Une belle différence quand même. Mais il y a cette instrumentalisation dans le but de dominer, les classes populaires ou en tout cas les classes dominées, quoi. Ce qui peut donner l'impression hem, on est, qu'il y a un lobby, quoi. Qu'il y a un lobby, qu'il y a de la propagande et que tout ça en fait, c'est à dessein par des gens qui veulent transsexualiser les masses, et tout. Ça peut donner cette impression, je pense et en plus, puisque moi je vois ça aussi sur le champ de la, mmh, heu, la conquête culturelle, avec comme, pour avoir le sens du vent, la réactance. C'est-à-dire que quand la réactance, monte sur un sujet, c'est que, quelque part on est présent dans la société et que quand on regarde il y a 15, il y a 20 ans, en fait, les personnes trans, c'était un non-sujet. C'était un sujet pour quelques militants, par endroit. C'était des sujets qui concernaient les LGBT entre eux, mais ça en faisait pas un sujet de société, quoi. Mais que le fait que la réactance s'élève, qu'il y a des gens qui disent que, «Oh là là, il y a de plus en plus de trans, il y a de plus en plus d'acceptation, c'est n'importe quoi tout ça». En fait, ça montre précisément que, pas qu'il y a plus de personnes trans, mais que la société est plus acceptante des personnes trans. Après, est-ce que, que la société soit plus acceptante des personnes trans, ça rend les gens trans? Non. Ça rend les personnes qui étaient trans, mais qui, seraient restées dans le placard pendant toute leur vie, plus en sécurité pour devenir trans. Donc c'est peut-être ça, cette identification-là aussi. Se dire, «Oh là là, c'est n'importe quoi, il y a de la contagion, les gens sont de plus en plus trans». Il y a une épidémie trans, quelqu'un avait sorti ça, je crois sur le plateau de Quotidien. Une épidémie trans, c'est peut-être aussi surtout que, les trans se font moins tuer. Mais Il y a une comparaison qui est souvent utilisée, elle est peut-être un petit peu maladroite sous bien des aspects, mais avant, c'était interdit d'être gaucher. Il y avait que des droitiers et les enfants gauchers, on les obligeait à être droitiers. On les obligeait, on les tapait, on faisait ce qu'il on leur fallait a pour coupé qu'ils la main deviennent derrière. droitiers. Et le jour où on a arrêté de faire ça, le nombre de gauchers a été multiplié par 3. Mais il a juste été multiplié par 3 et puis il a atteint un pic et puis après ça s'est stabilisé. Mais c'est aussi simple que ça, c'est à partir du moment où tu as la possibilité, d'être toi-même, c'est ce que je dis dans la vidéo, sans avoir trop peur de te faire buter, bah, tu prends le risque. Parce que finalement, tu préfères prendre ce risque, que continuer d'être ce que tu n'es pas, ce qui amène à l'épuisement mental, très rapidement. Mmh. Pour revenir du coup sur la question de la propagande, moi le mot propagande, je le revendique autant qu'il me gêne, dans le sens où c'est quoi la définition de la propagande? C'est un message qui a pour but de faire avancer des idées politiques. Quand on parle de propagande électorale, ça désigne les professions de foi que tu reçois dans ta boîte aux lettres avant une élection, par exemple. Donc la propagande, c'est aussi neutre que ça. Mais c'est vrai que comme on a été bercé aux images de la propagande hitlérienne, la propagande stalinienne, on a une idée que la propagande, c'est forcément dans un but de contaminer les esprits, de manipuler les gens, et cetera, et cetera. Donc quoi qu'il arrive, c'est vrai que lorsque nous, on se mobilise pour obtenir des droits, pour permettre que le changement d'état civil soit plus simple, pour avoir un meilleur accès aux soins, et cetera, oui, on fait de la propagande politique parce qu'on fait avancer justement des idées politiques qui nous sont favorables. Sauf que quand nos opposants parlent de propagande trans, ils identifient ça non pas en on fait avancer nos causes et nos droits qui nous concernent, mais on va manipuler les gens pour qu'eux-mêmes deviennent trans. Et en fait, c'est là qu'on va rentrer même dans le cadre d'un certain impensé, enfin, ouais, d'un certain impensé complotiste, souvent dans les personnes qui s'opposent à nous. Et que moi j'identifie comme, on se pose beaucoup la question du complotisme des dominants, de pourquoi ils ont besoin d'être complotistes, s'ils sont déjà, au sommet de la société. Mais je pense que c'est aussi ce truc de, face à une certaine impuissance qu'ils ont,
Ils nous aiment pas, mais ils voient qu'on continue d'exister. Ils se sentent impuissants par rapport à ça et du coup, ils développent du coup une espèce de pensée complotiste vis-à-vis de nous, qu'en fait, on serait un lobby organisé, qu'on a un agenda et cetera. Que même certaines, complotistes, qui se prétendent féministes, disent qu'on est là pour remplacer les femmes ou pour, d'ailleurs, on est tous là pour remplacer les femmes trans et les hommes trans et voilà, c'est du génie. Mais voilà, qu'en fait, il y a toujours une interprétation de notre existence qui nous donne une volonté de nuire. Là où en réalité, la réalité de notre propagande, c'est simplement notre volonté que la société ne nous nuise plus. Pour conclure vite fait sur l'aspect transphobie générale, est-ce que vous pensez que la société actuellement elle est plus acceptante ou moins acceptante? Ça tend vers quoi? Bah, par rapport à quand? Je pense Oui, que bonne question. Ouais. je veux dire, si tu prends à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, C'est tout petit. non, la société est très, très, très peu acceptante aujourd'hui à l'échelle de l'humanité. Parce qu'on a aussi beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'avancements sur les recherches historiques, enfin, en histoire, en archéologie, etc., qui montrent plutôt que, en fait, cette rigidité dans les normes de genre, c'est quelque chose qui est quand même très récent. C'est quelque chose qui est arrivé, alors je ne saurais pas identifier précisément, parce que Cassandre s'y connaît sûrement un petit peu mieux, mais en fait, on a beaucoup de preuves euh, de, de l'absence de rigidité, en fait. Que ce soit par des comportements atypiques qui ont été identifiés à tort comme autre chose, en fait, simplement. Par exemple, euh, il y a la question de... quel est le mot? L'effacement. L'effacement historique. C'est que, par exemple, les personnes trans ont toujours existé dans l'histoire. Sauf que lorsque on retrouve, par exemple, dans une tombe, qu'on retrouve une personne avec un squelette identifié femelle, ce qui est bon, je crois qu'ils font plus ça d'ailleurs maintenant. Mais avec des attributs traditionnellement masculins autour. Par exemple, un squelette féminin enterré avec des armes, etc. Bah, en fait, on va inventer toute une sorte de mythe aussi autour de ça, dont l'utilité est de supprimer du discours historique l'existence possible de personnes trans. Pareil, en fait, pour les personnes trans, pour les personnes homosexuelles, pour tout ça. On sait par exemple que l'Église chrétienne, en fait, a effacé des registres de l'histoire tout un tas enfin, l'existence de tout un tas de personnes qui nuisaient à cet ordre dominant ou à leur récit, en tout cas, leur récit dominant. Donc, à l'échelle de l'humanité, pour le coup, aujourd'hui, la société, elle est très très peu acceptante. Je veux dire, on a des normes de genre qui sont très strictes. À l'échelle de ces 50 dernières années, de ces 100 dernières années, on va vers du mieux. C'est-à-dire Ça, que c'est moi, que j'aurais pas fait de coming out il y a 10 ans, quoi, par exemple. Bah, ça, c'est qu'il y a des je pense qu'il y a des sociétés dans lesquelles le fait d'exprimer un genre qui ne correspondait pas à ce qu'on attend aujourd'hui du sexe, biologique, c'était parfaitement normalisé et cetera et d'autres qui étaient, plus rigides et cetera. Mais après, c'est intéressant de voir que la notion de transidentité est une notion qui émerge avec la médecine moderne et avec la médecine occidentale. Dans le sens où le phénomène de s'incarner dans un genre qui ne correspond pas à notre sexe de naissance, c'est universel, ça existe dans toutes les sociétés au travers de l'histoire. Mais par contre, le fait de mettre ça par rapport à une certaine vision du sexe biologique, par rapport à une certaine vision aussi parfois psychiatrique qui a été dans la façon dont les médecins ont catégorisé la transidentité, c'est un phénomène plus récent. Donc dans ce sens-là, si moi du coup je vais m'intéresser à ce phénomène-là parce que c'est dans celui-là qu'on est, on va vers de plus en plus d'acceptation de la transidentité parce que tout simplement, bah, les verrous médicaux sont moins forts, que la visibilité et la possibilité de s'organiser en réseau est plus grande, et cetera. Moi, je sais que, par exemple, les hommes trans qui font l'objet d'une panique morale en ce moment, on sait que dans les années 70-80, tu avais beaucoup moins de personnes qui transitionnaient de femmes vers hommes qui recherchaient à faire une transition médicale, par exemple, et du coup qui rentraient du coup dans les registres que la médecine désigne comme trans.
Et comme l'a dit Léo, du coup, avec l'exemple des gauchers, on a vu du coup une augmentation des demandes de transition des hommes trans, mais tout simplement parce que la visibilité était davantage là. Et parce que dans les années 70-80, c'était ultra difficile de s'organiser en réseau, d'avoir des newsletters, etc. À un moment où l'image de la femme, l'image du transsexuel qui porte des robes, etc., était beaucoup plus présente dans la société parce que tout simplement, encore une fois, comme l'a dit Krohn tout à l'heure, c'était une trahison du genre masculin. Et que pour maintenir ce verrou-là du genre masculin, bah, du coup, paradoxalement, on visibilisait davantage les femmes trans comme le monstre à ne pas être. Et en fait, les hommes trans sont apparu un peu plus récemment dans la conscience collective, tout simplement parce qu'il y avait un moindre enjeu, en tout cas, à les maintenir dans leur rôle. Et maintenant, on observe, avec cette augmentation des demandes de transition de la part des hommes trans, cette même panique morale sur oh là là, toutes nos filles commencent à devenir des hommes, mais non, mais en fait, c'est parce que vous comprenez, avec la puberté, c'est juste que toutes les femmes détestent leur corps et qu'il ne faut surtout pas faire ça, etc. Mais tout simplement parce que, à phénomène récent, correspond réaction nouvelle, en fait. Et en fait, pour moi, je sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais en tout cas, je sais que, heu, on est dans une phase où il y a une plus grande visibilité, une plus grande acceptation et les verrous, juridiques, médicaux sont beaucoup plus faibles qu'avant. Mais aussi, on est aussi dans une période d'augmentation de la réaction parce que forcément, la visibilité impose aussi, un maintien et donc une réaction par rapport à ces normes-là. Mais en tout cas, oui, le simple fait qu'on puisse, parler, que, moi j'ai pu On est là, commencer, déjà. c'est ça, le simple fait que j'ai pu commencer, à prendre des hormones alors que je vivais sous le toit de mes parents qui étaient totalement contre, par exemple, que j'ai pu avoir accès quand même à des médecins qui étaient plutôt compréhensifs, et cetera. C'est déjà une avancée, de ouf, quoi. Même si c'est pas suffisant. Et bon, on est toujours là pour faire la propagande, dans le bon sens. Léo, tu voulais enchaîner peut-être? Non, je trouve que Krohn et Cassandre ont plutôt bien résumé la situation. Il y a de plus en plus d'acceptation dans la conscience collective. Enfin, je vais dire ça au niveau de monsieur et madame Michon, en tout cas, parce que voilà, il y a de plus en plus de compréhension de qu'est-ce que c'est une personne trans et un peu une injonction sociale à l'acceptation des personnes LGBT, voilà, parce qu'il y a cette petite bourgeoisie dont tu parlais, Krohn, avant, qui fait un petit peu ce travail-là, et puis nous aussi, militants, qui faisons ce travail-là aussi pour l'acceptation. Mais du coup, il y a quand même un fond de peur, sur lequel, les personnalités politiques réactionnaires, de droite dure ou d'extrême droite vont jouer pour, ben, limiter nos droits et pour, à nouveau décrédibiliser notre existence, décrédibiliser notre discours, et cetera. Donc l'acceptation, en fait, globalement, j'ai l'impression que ça va de mieux en mieux avec les gens, mais qu'au niveau des lois, je m'inquiète. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça va. Bah, on voit aussi, par exemple, aux États-Unis, qui a été un petit peu justement le fer de lance de cette visibilité-là, avec pas mal d'œuvres culturelles qui ont commencé à être connues dans le monde, etc. Et une plus grande visibilité des personnes trans. Bah, aux États-Unis, en ce moment, on est dans un backlash, c'est-à-dire un retour de bâton où la réaction fait son œuvre. Et on voit dans certains États, par exemple, où il y a une répression énorme de la transidentité, notamment chez les plus jeunes et chez les mineurs, avec notamment une menace de retirer l'enfant trans à ses parents pour maltraitance, etc. On voit qu'en fait, il y a aux États-Unis, il y a un recul net des droits, tout comme il y a en ce moment un recul du droit à l'avortement, mais qui implique aussi, parce que c'est en fait un recul du droit à disposer de son corps, donc qui implique aussi un recul du droit des homosexuels, du droit des personnes trans, etc., etc. Donc, il faut toujours garder en tête que, il y a toujours un double tranchant en fait à la progression, de certains droits, à la progression de certaines visibilités. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est celui de l'Argentine. L'Argentine a été un des premiers pays à permettre le changement d'état civil, sur simple demande, avec un changement immédiat dans les 72 heures, et cetera. Mais du coup, ça a entraîné du coup une plus grande visibilité des personnes trans dans une société qui était particulièrement catholiques et même des endroits qui sont plutôt de protestants évangéliques, etc. Mais en tout cas, une société particulièrement religieuse et réactionnaire et machiste. Et du coup, l'ouverture de ces droits-là ont fait du coup exister le phénomène trans et on a eu une augmentation des meurtres de femmes trans, par exemple.
parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est pour ça que le militantisme pour les droits, c'est jamais uniquement un militantisme pour des droits légaux, médicaux, etc. C'est aussi un militantisme pour finalement changer la façon dont la société perçoit le genre. Et en fait, on touche directement au patriarcat. Moi, tel que je le vois, c'est que la progression aussi des revendications féministes, de la diversification aussi des façons dont on perçoit le genre, notamment le genre féminin et la liberté vis-à-vis du genre, permet aussi aux personnes trans de davantage être visibles, présentes et acceptées. Mais il y a toujours un retour de bâton qui vient en arrière parce que on parle d'un système patriarcal qui est millénaire et qui a toujours défendu ses positions et son bout de gras, et du coup qui vise justement à sa propre survie. Donc voilà, là on touche à la grosse, comment dire, au gros paquebot du patriarcat, donc on n'y touche pas aussi impunément. Est-ce que le patriarcat vous attaque les transgenres? Parce qu'il y a un argument que je retrouve beaucoup chez ceux qui essayent, enfin je vais les appeler les contradicteurs, mais est-ce qu'on peut être vraiment contradicteur des transgenres? J'en sais rien, mais il y a un argument en tout cas qui ressort beaucoup, c'est regarde le nombre de gens qui détransitionnent. Ils disent que c'est un fléau, il y en a de plus en plus et tout et tout. Et même moi, je me suis tâté pour cette émission, je me suis dit, je vais peut-être inviter quelqu'un qui a détransitionné. Ça aurait pu être intéressant, mais je me suis dit que c'était peut-être pas ouf de lui faire revivre tout ça. Enfin, du coup, je me suis un peu abstenu, mais qu'est-ce que vous pensez, vous, en tant que transgenre, des gens qui détransitionnent? Est-ce que c'est un argument valable pour les contradicteurs? Est-ce que c'est juste une erreur de parcours, disons? Bah, si t'avais voulu en inviter, en fait, ça aurait été bonne chance pour le trouver ou la trouver, en fait, parce que il y en a très peu. Déjà, enfin, il y a très peu de personnes trans et les personnes qui détransitionnent, on est de l'ordre des 1%, plus ou moins, tu vois. Donc, il y en a pas beaucoup. Et puis, de quelle transition on parle? Parce que si la transition, c'est arrêter à se couper les cheveux et changer de vêtements, détransitionner, c'est se refaire pousser les cheveux et rechanger de vêtements. Donc, est-ce que vraiment on doit s'inquiéter qu'il y ait des gens qui passent par ce genre de transition, enfin, juste qui naviguent entre les genres comme ça? Est-ce qu'on doit s'inquiéter qu'ils reviennent à leur genre assigné s'ils ont fait que naviguer sans passer par une transition médicale? Et puis, même s'ils passent par une transition médicale, s'ils reviennent dans leur genre assigné, ça ne veut pas dire que c'est forcément douloureux. Déjà, dans l'immense majorité des cas, la détransition, c'est parce que la transition est trop compliquée, qu'elle est trop difficile, qu'elle n'est pas acceptée par l'entourage, qu'il y a une pression sociale qui est trop forte, qu'elle est trop chère aussi parce que ça demande de l'argent. Euh, c'est la majorité des cas, ça. Donc en fait, s'il y a de la détransition, c'est parce que le parcours de transition n'est déjà pas toléré dans la société. Donc il y a pas des gens qui regrettent d'avoir transitionné parce que, mon Dieu, c'était une incroyable erreur. Peut-être que s'ils avaient eu plus de facilité pour exprimer le genre qu'ils avaient envie d'exprimer, peut-être qu'ils n'auraient pas détransitionné. Ça, c'est la première question à se poser. Et puis même les autres qui détransitionnent, il faut leur donner la parole parce que il y a je sais pas comment ça se passe, mais apparemment, il y a beaucoup de gens beaucoup de gens. Il y a des témoignages qui disent que c'était très dur pour eux de transitionner, détransitionner pour ces personnes qui ont détransitionné. Mais il y en a beaucoup plus de témoignages de personnes qui ont détransitionné qui vont dire arrêtez de vous servir de nous pour taper sur les trans. On veut pas faire partie de ce truc-là. Donc, les détransitions les gens en parlent comme si les personnes étaient très nombreuses, que ça a détruit leur vie, et cetera. Sauf que ça reflète la minorité de la minorité dans la minorité de la minorité. On parle d'une personne sur je sais pas moi, 100 000 personnes trans. Donc ça fait pas beaucoup. Bah aussi, c'est vrai que la détransition est souvent traitée sous l'angle du regret. Et ce qui est pas forcément vrai pour beaucoup de gens qui considèrent que aussi la transition, ça a été un passage dans leur vie qui leur a permis aussi de mieux se comprendre eux-mêmes. Bah, moi justement sur mon stream, j'avais invité justement, quelqu'un qui avait détransitionné et qui disait: «Bah, ça fait partie de ma vie, c'était une expérience et ça a beaucoup informé même la façon dont je me considère maintenant comme un homme et cetera, dont je considère le genre et cetera». Donc il reniait absolument pas, sa transition, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on observe, c'est que, par exemple, là, on va parler du regret, les taux de regret dans le cas des chirurgies, par exemple, on trouve que finalement, les taux de regret dans les chirurgies sont davantage liés aux résultats esthétiques des chirurgies qu'au fait d'en avoir fait. Souvent et même, on retrouve, ça, genre, c'est et même, genre, je crois qu'il y a des taux de regret des chirurgies, trans, par exemple, qui sont
bien inférieur au taux de regret, je sais pas, de chirurgie esthétique, d'augmentation mammaire, de réduction mammaire, de choses comme ça. Donc il y a aussi je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête dans le sens où les personnes trans sont pas si différentes des personnes cis. C'est-à-dire que, il y a des personnes cis qui vont se faire un tatouage tribal et puis après 10 ans plus tard vont dire: «Ah non mais c'est crade vraiment, faut que je l'enlève et tout» et qui vont faire du laser pour l'enlever et qu'en fait tout simplement, nos façons de nous figurer et nous projeter dans notre identité sont des façons de le faire à tâtons. C'est-à-dire que tu sais pas tant que tu as pas essayé. Tu sais pas ce que c'est d'être un homme tant que tu as pas été perçu socialement en tant qu'homme, par exemple, ni d'être une femme tant que tu as pas été perçu socialement en tant que femme. Donc forcément, tu as un aspect où tu peux pas savoir sans. Et moi, je regarde beaucoup, beaucoup de témoignages de personnes qui ont détransitionné, qui après vont dire oui, mais ça a été trop facile pour moi de transitionner parce que les médecins, ils te donnent les hormones tout de suite, etc. Sauf qu'après, dans leur témoignage, ils vont dire oui, mais j'ai menti aux médecins pour avoir les hormones plus vite. Et qu'il y a souvent une espèce de fausse conscience par rapport à ça, en fait, c'est aussi quelque chose que tu voulais faire pour tester. Et bah, si c'est pas le cas, bah, tu fais partie des 1% ou des 0,5% enfin, même des 0, enfin, bref, du minuscule pourcentage qui regrettent de l'avoir fait. Mais tu n'aurais pas su que tu regrettais de l'avoir fait si tu l'avais pas fait aussi. Je pense qu'il y a un truc là-dedans où c'est beaucoup utilisé pour attaquer le principe même de la transition, alors que bah, tout simplement, c'est aussi une façon comme une autre de faire un truc, essayer, peut-être se tromper, se dire que au moins grâce à l'erreur, tu auras appris un truc, et etc. quoi. Ok. Ouais, pour résumer tout ça, hein, les gens détransitionnent principalement, et vraiment c'est l'immense majorité, par transphobie. Parce que en fait, ils ont vécu la transphobie et comment dire, la transition est trop difficile, soit médicalement, soit socialement, et que c'est en vivant cette transphobie que finalement ils remettent à plus tard. C'est-à-dire, c'est dans son dernier livre, Emmanuel Bobassi, son livre qui s'appelle Transfuge de sexe, en fait, il va parler des différences de parcours alors je crois, il parle des différences de parcours entre les hommes trans et les femmes trans, et que, il dit par rapport à la différence d'âge entre, l'âge moyen du début de transition, entre les hommes trans et les femmes trans. Et quand pour les hommes trans, c'est en moyenne 25 ans, pour les femmes trans, ça va être en moyenne 38 ans. Et ça s'explique en fait par le fait que, les femmes trans souvent vont essayer de transitionner une première fois, dans les alentours de 25 ans aussi. Sauf que, la transition étant tellement mal vécue en fait, parce que, il y a pas le soutien de l'entourage, parce qu'il y a la transphobie dans la société, par la façon dont les femmes trans sont traitées par comparaison avec les mecs trans, parce qu'il y a tout un imaginaire aussi. Je veux dire, c'est pas, il y a l'imaginaire, vous connaissez bien, hein, de la femme trans monstrueuse, du trap en fait, où la femme trans va essayer de piéger un homme et ça résulte dans du dégoût. Enfin, vous voyez bien dans toutes les œuvres culturelles aussi, genre Ace Ventura, Family Guy, ce genre de choses, etc. Il y a de très bonnes vidéos qui listent ce genre de choses sur Internet. Mais du coup, elles essayent de transitionner une première fois aux alentours de 25 ans, et c'était tellement dur que finalement elles détransitionnent une première fois pour retransitionner 20 ans plus tard. Une fois que la situation familiale elle est apaisée, que elles ont des enfants, qu'elles ont un taf, qu'elles ont une famille, quelque chose qui a du sens. Et que à ce moment-là, elles se mettent à retransitionner de nouveau. Et ensuite, pour le regret vraiment, comme disait Catherine par rapport aux chirurgies, c'est que en fait les regrets par rapport aux chirurgies, c'est dans l'immense majorité des cas, encore une fois, du regret quant au résultat. Pas du regret de l'avoir fait, mais du regret parce que ah, c'est pas exactement ce que je voulais, je veux dire visuellement, ou le feeling est pas, enfin tu vois, c'est vraiment des questions de chirurgie esthétique. C'est-à-dire, tu te fais refaire le nez, t'es pas content du résultat, bah, ça tombe dans la même catégorie que les gens qui expriment un regret d'avoir transitionné chirurgicalement. Et après, sur le propos de la détransition, je sais que la personne qui était venue chez toi, Cassandre, pour en parler, je me souviens plus comment il disait ça.
Mais il y a beaucoup de personnes qui parlent pas de détransition, mais de retransition. Parce qu'en fait, la transition, tu fais un parcours, de toute façon, tu vas toujours de l'avant. Si tu veux tenir un propos philosophique par rapport à ça, tu peux dire que de toute façon, on est tous en transition dès lors qu'on transitionne d'une seconde à l'autre dans le temps. Et que tu n'es jamais le même qu'il y a une seconde dans le passé. Mais je veux dire, avec ça, tu as transitionné une première fois ou tu entames une transition. Ben en fait, le fait d'être allé, par exemple, d'être allé vers du genre masculin au genre féminin, c'est une première transition. Et après, de refaire genre féminin à genre masculin, donc cette détransition, c'est une retransition dans l'autre sens. C'est juste, tu continues à aller de l'avant, en fait. Tu continues à vivre quelque chose de nouveau qui fait partie de ton expérience. Et en ça, c'est pas une détransition, tu reviens pas en arrière. Tu continues d'aller de l'avant. Et ça, c'est une retransition et ça fait partie de l'expérience, en fait. Ça fait partie du truc. Mais généralement, ces personnes-là, ces personnes qui conçoivent les choses de cette façon, bah, bizarrement, c'est pas les personnes qui vont être interrogées quand il est question de trouver des personnes qui ont détransitionné. Les personnes qu'on interroge dans ces cas-là, ça va surtout être des personnes qui sont peut-être aussi pas méga sûres d'elles et veulent peut-être aussi faire le buzz parfois. Ça existe aussi. Des personnes qui passent à valeur actuelle, par exemple, pour gratter la pseudo-célébrité du fait de regardez-moi, je suis l'exemple qui montre que vous avez raison, j'ai détransitionné, alors que quand tu fouilles un petit peu, comme disait Cassandre, bon. Bah, et aussi pour revenir sur ce que tu disais sur ce dont parle Emmanuel Bobatti dans Transfuge de sexe, il donne par exemple l'exemple d'une femme trans qui travaille dans un travail très très stéréotypiquement masculin, je ne sais plus si c'est le transport ou le BTP, etc. Et qui explique qu'elle détransitionne parce que c'est juste trop dur, non seulement d'être une femme, mais surtout d'être une espèce de mec bizarre qui commence à se laisser pousser les cheveux, à être trop féminin, etc. Et du coup, elle dit à ce moment-là qu'elle avait totalement abandonné la transition parce que simplement dans son environnement professionnel, c'était juste pas possible et que bah, c'est pas des environnements professionnels dans lesquels tu peux juste simplement changer de travail et tout ira mieux, quoi. Je pense qu'il y a aussi des environnements dans lesquels c'est ultra compliqué et il y a encore un immense travail à faire. Et je sais plus si je voulais dire un autre truc ah oui, c'est ça. Et qu'en fait, il y a une vérité dans la détransition ou la retransition, c'est que souvent, il y a un sentiment de honte et un sentiment parfois même de trahison vis-à-vis de la communauté trans ou de la communauté LGBT. Ce qui fait que pas mal de gens qui détransitionnent disparaissent un peu des radars et se coupent parfois se coupent elles-mêmes et parfois se retrouvent coupées du soutien social que tu peux avoir dans la communauté trans. Il y a des personnes qui détransitionnent et qui restent dans la communauté LGBT et qui, voilà, mais d'autres personnes qui se retrouvent coupées un petit peu de ce soutien-là, parfois par honte, parfois par rejet aussi de leur père, etc. Et souvent, ça va être des personnes qui sont du coup dans une période de doute, souvent de fragilité, qui vont être récupérées par des militantes anti-trans notamment, et des militantes qui, elles, vraiment foncièrement sont transphobes et qui vont vouloir utiliser leur histoire pour donner une preuve, etc. Et j'ai envie de dire, c'est de l'abus de faiblesse en fait. Dans le sens où c'est pas une façon de soigner d'un traumatisme par exemple. C'est pas une façon responsable d'accompagner quelqu'un qui, même si, je vais prendre même l'image caricaturale qu'on nous donne, hein, quelqu'un qui a totalement regretté, qui a eu l'impression de s'être fait manipuler, qui regrette énormément, etc., qui trouve que ça a été une erreur. Bah, c'est un abus de faiblesse de prendre cette personne-là et d'en faire un symbole politique, tout simplement parce que cette personne-là, elle est dans une situation traumatique, elle est dans une situation où elle a besoin de soutien et d'entraide, et pas une situation dans laquelle elle a besoin d'encore plus être placardée partout et montrée en exemple, etc. Donc là-dessus aussi, je pense que la façon dont on utilise... Instrumentalisé. Instrumentalisé, exactement. Donc la façon dont tu utilises beaucoup les récits des transitions sont aussi des façons qui ne sont juste pas éthiques d'un point de vue médical, d'un point de vue psychologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez, je trouve, sur ces questions-là. Maintenant que vous avez l'antenne et que vous avez la libre parole et le libre accès, j'aimerais bien qu'on s'adresse vraiment à la personne, aux gens qui sensiblement et potentiellement se sentent mal et qui auraient peut-être besoin d'être rassurés, qui auraient besoin d'avoir des conseils, comment identifier une dysphorie de genre, quelles questions se poser. On pourrait limite revenir par le biais de vos historiques à vous. Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte au final que c'était bien ça? Quelles questions vous vous êtes posées? Quel genre de conseils vous auriez aimé avoir à cette époque? J'aurais imaginé typiquement que vous vous adressez à quelqu'un qui se pose plein de questions, qui ne sait pas où elle en est. Vous suspectez
dysphorie de genre mais vous en êtes pas sûr, comment vous l'aideriez? J'ai fait une vidéo, quoi. Enfin, moi, j'ai vraiment été persuadée. Enfin, au début, il y a l'euphorie après le coming out. Oh putain, c'est ça, je me sens vachement mieux, c'est trop cool et tout. Et puis après, en fait, enfin, j'ai fait juste toute une vidéo là-dessus, quoi, sur le doute qui te bouffe les tripes. En fait, juste à partir du moment où on entame un parcours de transition, moi, la question que je me posais, c'est ok, une fois que je suis sortie un petit peu de ma peur, du doute, en fait, j'ai subi un lavage de cerveau, je suis un monstre, tout ça. À partir de au moment où j'ai digéré tout ça, je me suis dit: «Bon, on va quand même essayer d'être un petit peu rationnel 2 minutes». Très bien, je j'ai pas subi de lavage de cerveau, mais est-ce que je me trompe? Parce que ça, c'est une bonne question. Est-ce que je me trompe finalement? Bah, la question c'était: «OK, admettons je me trompe, bah, il faut que je reprenne ma vie d'avant». Parce que si en fait je suis pas trans, il faut que je recommence à ne plus être moi. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et la réponse était non, non, je suis incapable. Là, dans l'état actuel, c'est juste c'est une y penser, ne serait-ce que me projeter dans cette éventualité-là, ça peut me mettre terriblement mal à l'aise, vraiment pas bien. Donc bon, bah, je continue dans la direction où en fait je me sens de mieux en mieux, tout simplement. Et refaire le point régulièrement, se redire: «Bon là, voilà où j'en suis, je suis rongée par le doute, est-ce que j'ai envie de revenir en arrière?» Et si la réponse, c'est, «Ah bah oui, j'étais mieux avant», bah oui, il faut revenir en arrière. Mais si la réponse est: «Non, je me vois vraiment pas revenir en arrière», bah dans ce cas-là, OK, bon bah je me laisse un petit peu plus de temps, tranquille. En vrai, il y a pas d'urgence non plus, enfin, faut aussi se laisser le temps bah, de bien réfléchir. Moi, je vois bien entre le moment où j'ai commencé à voilà, à me sortir un petit peu du rôle que je jouais jusqu'au moment du coming out, il s'est passé 5 ans. Mais j'ai une de mes, très bonnes amies trans, elle s'est réveillée un matin et elle a compris. Et il y a vraiment des parcours tellement différents que c'est compliqué de donner des conseils, comme ça un petit peu universels. Hormis, c'est normal d'avoir des doutes, fais le point avec toi-même tranquille. Imagine-toi, si tu vivais seul sur une île déserte, comment est-ce que tu aimerais te comporter? Qu'est-ce que tu ferais s'il y avait personne pour te donner d'injonctions? Comment est-ce que tu aimerais t'appeler? Ce genre de petites choses, voilà, mais chaque parcours étant très particulier, moi je serais pas forcément hyper à l'aise de donner des conseils universels. En Mmh. parler, si, en parler, se rapprocher de personnes, trans ou en questionnement et en parler. Si ça m'aurait fait gagner 5 ans. Il y a une phrase que j'ai adorée dans ta vidéo, tu disais moi ça m'a pris 4 ans, du coup c'est pas de la contagion, enfin c'est du déni. Et Ouais. j'adorais cette phrase, je trouvais trop Ah cool. oui, mais c'est un déni assez énorme, ouais. Ouais, ouais. Même une fois que les théories, que j'ai commencé à bien comprendre ce que c'était la transidentité, j'arrivais même pas à pouvoir penser que c'était pour moi parce qu'en fait, il y a aussi ce truc-là, c'est que alors encore une fois, je sais pas si c'est une pensée qui est partagée par beaucoup de monde, mais j'ai l'impression que les gens, ils pensent que, par exemple, je vais m'habiller comme un homme et me couper les cheveux parce que je suis trans. Mais non, en fait, c'est pas ça. C'est, je me sens bien en m'habillant comme un homme, je me sens bien les cheveux courts, je me sens bien, en étant un connard, voilà, et je me sens bien quand on me traite de connard, et c'est ça qui fait que je suis trans. C'est pas parce que je suis trans que je me sens bien comme ça. Être trans, finalement, c'est se donner une étiquette politique pour pouvoir revendiquer des droits, ou c'est se retrouver dans une catégorie qui va être identifiée par la société pour une raison ou pour une autre. Mais c'est pas une condition particulière. Je le dis dans ma vidéo, en fait, c'est juste, on fait partie de l'écosystème. On est des personnes qui euh, voilà, s'expriment de cette manière, de la manière qui n'est pas celle attendue. Et c'est ça qui fait de nous des trans, mais c'est pas l'inverse. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh. Krone, Moi, pour le coup, en termes de conseils, seul que je peux donner, c'est essayer, en fait. Moi, mon parcours par rapport à ça, en fait, ça a été que, moi, j'ai vécu beaucoup d'homophobie pendant toute ma vie, sans même être homosexuel. C'est-à-dire, j'ai vécu pendant très longtemps en tant comme, cis hétéro, tout ce qu'il y a de plus hétéro, hein, il y avait aucun problème vis-à-vis de ça. Mais, on me renvoyait que, j'étais homosexuel. On me renvoyait que, en fait, j'étais pas comme les autres.
J'étais pas comme les autres hommes, que ce soit, et en fait, eux, la façon dont les autres hommes l'identifiaient, c'était, «Oui, il est sûrement homosexuel». Donc, j'ai vécu beaucoup d'homophobie là-dessus sans vraiment la comprendre. Parce que déjà, moi, j'étais pas accepté par les autres garçons de ce fait, parce que je n'étais pas comme eux et la façon dont ils l'identifiaient, c'était ça. Donc je me suis posé des questions, à force de vivre de l'homophobie, où ça me dérangeait pas au début, je veux dire, enfin ça me dérangeait pas. Ça dépend des réactions, bien sûr. Mais par exemple, des réactions de type, je commence à travailler quelque part et puis, quelques mois plus tard, alors même que, je veux dire, je n'ai rien laissé échapper qui pourrait montrer quoi que ce soit, rien que dans ma façon d'être, toute l'équipe est persuadée que je suis homo, sans même que je n'ai rien fait. Je pouvais même, amener une copine, on me disait: «Ah mais tu es pas homo toi?» Donc il y avait quelque chose que les gens percevaient et à ça, bah, je me suis posé des questions. Je me suis dit: «OK, est-ce qu'en fait je suis pas homosexuel? En fait, est-ce que c'est pas ça le truc? Est-ce qu'en fait ils ont pas raison?» Je me suis posé beaucoup de questions et puis j'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé l'homosexualité. C'est bizarre à dire comme ça, mais j'ai essayé aussi, dans ma manière de me comporter, dans ma manière d'être. En fait, je me suis surtout posé beaucoup de questions. Qu'est-ce qui fait, en moi que les autres perçoivent autre chose que ce que je devrais renvoyer? Pourquoi est-ce que les autres me perçoivent différemment? Pourquoi est-ce que je suis différente? Et de ça, en allant en fait petit à petit, en essayant tout un tas de choses, bah, finalement en essayant, c'est-à-dire c'est pas forcément des actes physiques, c'est pas essayer d'autres vêtements forcément et cetera, c'est aussi essayer de se poser des questions différemment, essayer de voir les choses différemment et bah, de fil en aiguille, je suis arrivé à un point où en fait ce qui occupait mon esprit c'était: «OK, peut-être que je suis pas un homme» et avec ça vient des phases de déni, des phases de: «Non, c'est pas possible, impossible». C'est trop fou, en fait. C'est trop fou pour que ce soit concevable, pour que ce soit ça et puis, au fur et à mesure, on vient à terme avec les choses aussi. Parce qu'on continue de se poser des questions, on continue d'essayer des choses et de voir que en fait, c'est en allant dans cette direction que je me sens le mieux. Donc c'est pas genre en allant dans la direction femme, c'est juste en essayant des trucs, plus ou moins aléatoires, les choses que j'ai envie de faire, en fait. Heu et de les voir autrement que: «Oh non, non, il faut pas que je fasse ça, c'est pas bien», tu vois? Par exemple, truc le plus bête, le plus con du monde, mettre du vernis. Un homme qui met du vernis, bah, il y a des gens qui vont se poser des questions quand même, alors que c'est rien, c'est du vernis. Mais le fait de mettre du vernis et moi de me dire dans ma tête que, heu, j'ai envie de faire ça et pas d'être habité par l'idée qu'un homme ne devrait pas faire ça, bah, en fait, ça fait déjà beaucoup. De considérer une façon de voir les choses, autrement que uniquement par le biais de son propre genre. Du biais non, on m'a appris que j'étais un homme, alors, je suis un homme, c'est comme ça, je dois penser en tant qu'homme. Et de sortir de ce carcan-là, ça fait voir les choses tellement radicalement différentes que on découvre des choses, figurez-vous. Et après, bah, c'est en essayant, vraiment en essayant. Je veux dire pour une femme trans, ça va être, d'essayer des vêtements. Ça va être, d'essayer de sortir en étant, habillé différemment. C'est d'essayer du vernis, c'est d'essayer du maquillage, c'est d'essayer de tout ce genre de choses. Pour tout le monde, en fait, ça va être peut-être demander à ses amis, «Tiens, est-ce que vous pouvez me genrer comme ça plutôt cette soirée?» pour essayer, pour voir. Heu et ça va être, tout un tas de petites effractions aussi. Des effractions de type, je veux dire moi ce que je faisais, c'est bête, hein, c'est vraiment bête. Mais au début ce qui me faisait me sentir bien, c'était parce que j'allais travailler, je travaillais dans l'hôtellerie, je devais y aller, avec, je dirais vêtements, propres et cetera. Je pouvais mettre un t-shirt, mais le fait d'y aller avec un t-shirt blanc, tout ce qu'il y a de plus classique, mais acheté dans un magasin pour femmes, ça me faisait me sentir bien. Alors que c'est juste un t-shirt blanc lambda comme tu peux trouver partout, qui est taillé presque comme celui d'un homme. Mais rien que la nuance, bah, ça fait déjà quelque chose.
C'est une sorte de petite effraction. Et c'est en essayant ce genre de choses, en allant de plus en plus loin, jusqu'à trouver ce qui, moi, me correspond, que finalement, c'est comme ça que ça se passe, en fait. C'est de trouver une position où je me sens bien. Et là où je me sens bien, bah, j'y reste. Ça m'empêche pas d'aller essayer 2-3 trucs pour voir si c'est vraiment là que je veux être, de continuer de me poser des questions, de continuer d'essayer de voir les choses différemment, pour être sûr de moi aussi, c'est ça que je veux. Et après, bah, vient l'œil de la société. C'est que moi, je me suis pas dit dans un premier temps, en mode, je me suis pas dit, «Je suis une meuf trans, alors il faut que je fasse ça». Je fais ça et la société me considère comme une meuf trans. Ou la société, en tout cas, est plus encline à me considérer comme une meuf. Et c'est ça, en fait. C'est-à-dire que le genre, il faut le considérer aussi, c'est pas quelque chose qui relève, uniquement de l'identité, de comment est-ce que nous on se définit. Il y a le genre, en fait, il est socialement, structuré et que, tu es socialement une femme dès lors que la société te reconnaît comme une femme. Donc moi, mon questionnement, c'était pas de me dire, enfin, c'était pas d'arriver à un point où je suis une meuf trans, alors je dois faire ça. C'est: «Je fais ça, donc je suis une meuf trans». Ça revient un petit peu sur ce que disait Léo et tout ça, bah, essayez, en fait. Essayez. Faut faire genre autrement, essayez des petites incursions, des petites effractions. Essayez, même par exemple pour la question des hormones. En fait, les hormones, tout ça, c'est des choses qu'en fait, qui mettent du temps à venir, qui mettent du temps à se faire. Ça met des années à ce qu'une thérapie hormonale, soit complète. Rien ne vous empêche aussi d'essayer, quelques semaines, 1 semaine, 2 semaines et puis voir comment est-ce que vous vous sentez. Ça fait pas grand-chose, mais je veux dire mentalement, ça peut aussi débloquer des choses et puis rien ne vous empêche après d'arrêter. Est-ce que c'est une des transitions du coup? Est-ce qu'on reboucle sur la question d'avant? Moi j'y crois pas, mais c'est ce genre d'effraction et si vous allez trop loin, vous êtes inconfortable quelque part, c'est pas grave. Revenez en arrière, chillez un petit peu et puis au pire essayez autre chose, après et ça se fait de manière très très organique, en fait, de manière très naturelle. Enfin, ma façon de concevoir les choses, en tout cas. Ça se fait comme ça pour moi. Cassandre, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose à ça ou. Bah alors, déjà, je suis un peu d'accord avec tout ce qui a été dit, bien sûr. Tâtonner, hein, quoi qu'il arrive, l'identité, ça se fait comme ça. Mais aussi, moi, j'ai conscience que quand j'étais dans ma phase où je m'identifiais justement comme non-binaire, c'était aussi parce que j'avais une vision erronée en fait de l'identité. Moi, je pensais que l'identité, c'était un package que tu avais en toi et il fallait juste trouver ce qui matchait. Et je sais que c'était l'époque aussi beaucoup, il y avait pas mal de vulgarisation sur la transidentité qui venait un petit peu de Tumblr, du côté un petit peu une liste de genres, et cetera. Et je consommais énormément de contenu comme ça. Et j'étais persuadé que avant de pouvoir essayer, il fallait que je sache comment moi à l'intérieur j'étais et comment je m'identifiais. Et en fait, ça m'a fait perdre beaucoup de temps parce que précisément quand je disais au début que pour moi, le genre homme, c'était vraiment trop loin. C'était genre les hommes, c'est voilà, les hommes quoi. Et du coup, j'ai pas pu me rendre compte à ce moment-là qu'en fait, tout simplement, être un homme, c'était juste simplement ma façon de créer aussi le genre, à ma façon aussi. Et il y a aussi beaucoup de questionnements qui peuvent interagir avec le questionnement sur le genre, qui est celui, par exemple, sur la sexualité. Et je sais que, par exemple, moi, j'avais beaucoup de beaucoup de gêne avec tout ça parce qu'en fait, finalement, un des premiers trucs dont j'étais certain, c'était que mon attirance pour les hommes, c'était pas une attirance hétéro. Et ça vraiment, mais je m'en suis rendu compte, mais vraiment au collège, quoi. Genre dès que j'ai commencé, à avoir des crushs sur des mecs. Et c'est un truc que j'ai jamais réussi à réconcilier et qui aussi m'a souvent empêché de m'identifier comme un homme parce que, j'avais cette image-là que une femme qui veut coucher avec des homos, c'est une fétichiste, par exemple. C'est une fille à pédé et cetera et j'avais lu beaucoup de trucs sur à quel point c'était déplacé et cetera et je me faisais énormément de mal en me disant: «Non mais je suis juste une meuf qui fétichise les homosexuels, c'est pas possible» et cetera. Donc il y a beaucoup de choses là-dessus où forcément la sexualité va rentrer en compte avec le questionnement sur le genre, mais il faut justement se tranquilliser par rapport à ça. Se dire que quoi qu'il arrive, la sexualité a beaucoup de chances d'évoluer au fur et à mesure de la transition. Il y a beaucoup d'enquêtes qui montrent, justement un changement d'orientation sexuelle au fur et à mesure de la transition parce qu'en fait, tout simplement, la façon dont on se projette dans nos rapports amoureux, dans nos rapports sexuels, dépend de la façon dont nous-mêmes on se perçoit et dont on est perçu. Donc je pense que, éviter de se mettre trop de barrières et d'a priori parce que
on serait lesbienne et qu'on veut pas devenir un homme hétéro. Parce que souvent, tu deviens un homme gay. Et des choses comme ça. En fait, essayer de se tranquilliser par rapport à ça et de ne pas se surmoraliser et de se surpolisser par rapport à ça. Et donc voilà, donc ça, c'est le truc de essayer. Mais aussi, ne pas croire que l'identité, c'est un moule fixe dans lequel tu vas devoir rentrer. C'est un moule fixe que tu vas aussi enfin non, pardon, c'est un moule, pardon, souple, pardon, que tu vas aussi, participer à modeler. Dernière question, et après je vous lâche. Moi en tant que kidam, un truc qui me fascine autant qui m'effraie, je pense, et du coup qui peut aussi, comment dire, qui peut être un peu réfractaire vis-à-vis des gens qui s'y intéressent, c'est la question de la transition, la question médicamenteuse. Euh, Ça fait peur, je pense, aux personnes qui l'expérimentent, et ça fait peur aussi, je pense, à l'entourage. Est-ce que vous vous montrez plutôt rassurant au niveau de cette transition médicamenteuse? Vous avez eu peur, vous aussi? Comment ça s'est passé? Comment ça se passe, même peut-être actuellement? Quelqu'un du coup qui fait ça depuis pas mal de temps. Je Toi, peux Léo, c'est pas commencer ton si vous cas, je voulez. crois. Toi, Léo, ça fait pas longtemps que t'en as pris, du coup. Non, mais après, bah, je vais laisser Bah, ou au Chrome pire, répondre, je bref, prendrai la parole allez-y, après. peu importe. En fait, quand je disais tout à l'heure d'essayer même les hormones, hein, de pourquoi pas essayer 1, 2 semaines, vraiment, j'insiste sur le fait que le traitement hormonal, ça met du temps, un max de temps. Et que souvent, c'est même frustrant pour les personnes trans qui sont sous traitement hormonal parce que ça met beaucoup de temps à venir et que les changements, Cassandre le disait plus tôt, c'est très très subtil en fait. On ne le voit pas du jour au lendemain, ça c'est clair. Et qu'en fait, on peut considérer avec des photos avant-après. Et d'ailleurs, ça peut même faire peur à la famille, à l'entourage, quand ils t'ont pas vu depuis quelques mois et qu'ils peuvent considérer enfin, voir directement ce conflit entre l'image mentale qu'ils avaient de toi par rapport à la dernière fois où ils t'ont vu et ce qu'ils voient là actuellement. Donc, ça peut faire peur, oui, par rapport à ça. Mais faut bien avoir à l'esprit aussi que quand tout à l'heure je parlais de répartition bimodale, c'est que il y a certes, il y a 2 pics en fait dans les caractéristiques physiques, il y a 2 pics, mais ça veut pas dire ce ne sont que des pics, ce sont pas des cases et que, en fait, il y a des gens qui se trouvent sur tout ce spectre-là, sur les pics ou en dehors des pics ou un petit peu sur le pic ou vraiment. Donc les corps sont multiples et une thérapie hormonale, alors ça fait changer son corps, ça bien sûr, ça fait changer son corps, les hormones, ça régule beaucoup de choses, mais Hem, on ne devient pas des monstres. On ne devient pas des monstres, on est tout aussi humain, on a des corps tout aussi normaux, tout aussi humains que n'importe quelle autre personne. C'est aussi simple que ça. Donc ça peut faire peur parce que, on peut se dire que c'est quelque chose qui est lourd et cetera, par rapport aux hormones en tout cas, mais en vrai, il faut relativiser par rapport à ça. Et puis en plus de ça, c'est quelque chose qui est difficile d'accès, les hormones. Il faut quand même garder ça à l'esprit que pour accéder à un traitement hormonal, il faut un suivi médical, que tout le monde n'a pas la chance d'avoir beaucoup d'argent à claquer sur le marché noir, hein. C'est ce genre de bail que, en fait, vous devez voir un médecin, vous devez voir peut-être un psychiatre, un endocrinologue qui va vous fournir les hormones, ou en tout cas vous faire le papier. Donc tout ça, ça met du temps. Ça met du temps, il y a tout un circuit. On ne tombe pas, par hasard pour avoir des hormones. Et comme, le mec disait, pour, la détransition que oui, en fait j'ai menti au médecin et cetera, tu vois? Bah, déjà, il a dû mentir à un médecin. C'est que, il a dû mentir à un médecin pour, que lui soient délivrées des hormones. Tout ça, ça se fait pas, naturellement. Tu vas pas à la pharmacie: «Bonjour, des hormones», et puis tu repars avec. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Toi, Cassandre. Faut Oh, pardon. décontracter Pardon, le vas-y. truc. Mais bon, Tu te veux non, rassurant, j'ai toi, terminé. toi Cassandre, au niveau du traitement médicamenteux Bah, oui, en plus, là, de nous 3, je crois que je suis le doyen en termes, d'âge, trans. Parce qu'il faut savoir que, chez les personnes trans, en fait, tu es compté en âge de transition et du coup, je suis déjà un vieux trans parce que ça fait 3 ans. Mais, non, mais
Je suis d'accord avec ce que dit Crone, bien sûr, mais je vais aussi mettre un bémol, sans pour autant invalider ce que tu dis. Mais il y a un aspect sur les hormones, évidemment, c'est un médicament et qui touche à une façon déjà dont ton corps interagit. C'est-à-dire que souvent, avant même une prise hormonale, personne n'a idée du taux de testostérone, du taux d'œstrogène qu'il ou elle a dans son corps. Et d'ailleurs, généralement, quand tu commences un traitement, tu fais un premier bilan sanguin pour savoir quels sont tes taux, pour pouvoir faire les doses, etc. par rapport à ça. Donc, il y a aussi une idée que les hormones, c'est pas non plus un coup de baguette magique. C'est pas quelque chose qui va, indépendamment de comment se comporte ton corps, te transformer en telle image d'Épinal de ce mec trans que tu as vu sur internet. Et moi, généralement, le conseil que j'ai par rapport à ça, c'est, moi, personnellement, avant même d'avoir commencé avec un médecin mon traitement hormonal, je crois même 1 an avant, j'avais rencontré un mec trans qui m'avait justement partagé, un peu de son ampoule de testostérone juste pour voir et c'était surtout pour m'enlever la barrière mentale parce que les traitements hormonaux masculinisants, en tout cas qui sont délivrés en France, et qui sont remboursés, c'est uniquement par injection. Donc il faut déjà se faire à l'idée que tu vas te piquer une aiguille dans les fesses, que ça va être, c'est une sensation particulière, quoi. Mais aussi, c'était l'idée selon laquelle c'est quelque chose qui est possible. Je peux l'avoir fait une fois et ne pas et avoir arrêté et je peux très bien revenir en arrière, et cetera. Donc partir du principe déjà que en effet, tu peux tester et ça n'engage à rien. Moi, genre au début, c'était quoi? Genre j'ai rien ressenti en fait, c'était juste psychosomatique, genre dans ma tête, j'étais en mode: «Ah ouais, je me sens bien là, c'est bien». Et c'est totalement réversible, je veux dire, même si on arrête au bout d'un. Alors alors, moi, je pars du principe que tout est réversible parce que tout comme, le traitement hormonal, ça vient à, heu, révertir notre première puberté. Donc si notre première puberté qui était déjà enfin, pas un traitement hormonal extérieur, mais déjà l'action des hormones, elle peut être intervertie par le traitement. En fait, je pars du principe qu'à partir du moment où il y a les méthodes de transition, tu as toutes les méthodes de réversion. Après, c'est vrai que, à partir de certains mois, la voix va commencer à muer. Donc si tu es pas sûr, voilà, que la pilosité, bon, ça s'enlève au laser et cetera, donc ça se fait, tu vois? Mais il y a quand même des aspects, qui peuvent rester. Par exemple, en tout cas, moi je dis ça pour les hommes trans parce que je sais que pour les femmes trans, c'est pas exactement la même chose. Mais la testostérone va modifier un petit peu tout ce qui est les cartilages et donc ça va potentiellement redéfinir un peu les traits du visage. Bon, après ça, l'œstrogène, ça ne fait pas fondre le cartilage malheureusement. Donc il y a des aspects qui sont, on va dire, irréversibles. Heu, mais là-dessus, moi, le truc qui m'a le plus tranquillisé, en tout cas, parce que comme j'avais dit au début, moi, dans ma tête, j'étais en mode je m'apprêtais à arrêter si, il y avait des effets qui me plaisaient pas. Au final, je l'ai pas fait. Mais un truc qui me rassurait beaucoup, c'est que quand j'ai commencé, du coup, ma thérapie hormonale, je commençais à regarder dans la rue, regarder les gens autour de moi et à regarder les visages des hommes, par exemple, autour de moi et à me dire: «Ah tiens, ça se trouve, il a un taux de testo qui est plus bas que moi», par exemple. Ou alors, peut-être il est plus fort. Alors je regardais des photos de femmes qui, ont des traits beaucoup plus marqués, qui ont des épaules beaucoup plus larges que moi et je me disais: «C'est possible aussi d'être une femme qui a des traits, beaucoup plus forts» et cetera. Alors tu regardes, Sigourney Weaver, il y a même des militantes anti-trans qui croient que c'est une femme trans, donc bref, plein de choses comme ça ou aussi se tranquilliser vis-à-vis des représentations qu'on a des corps des gens. En fait, déjà faire le travail dans sa tête de dénormer les corps, ça permet aussi soi-même de se tranquilliser par rapport au potentiel effet que peut avoir le traitement hormonal, hem et aussi, se rassurer par rapport à la possible réversibilité. Et puis voilà et une dernière chose, encore une fois, voilà, c'est un médicament qui implique aussi de connaître son corps. Moi, récemment, justement, je regardais un documentaire où il y avait 2 personnes qui avaient détransitionné parce que, après certains mois de traitement hormonal, enfin, du coup, elles commençaient à avoir des douleurs dans le bas-ventre, des douleurs utérines, des trucs comme ça. Et je pense qu'en effet, il y a un truc là-dessus où les hormones vont interagir avec un corps qui parfois peut sembler parfaitement fonctionnel ou sans aucun problème, etc., mais peuvent révéler parfois des douleurs, des trucs comme ça. Et là-dessus, il faut partir du principe que faut apprendre à connaître son corps. Il faut apprendre à savoir comment il fonctionne et, et à savoir, tel ou tel truc, OK, c'est les hormones qui causent ça, mais c'est aussi parce que mon corps, il est comme ça. Donc aller voir un médecin, aller voir, ce qui cloche et cetera et ne pas partir du principe que tout effet négatif
remet totalement en question la thérapie hormonale. Dans le sens où si tu as un effet négatif, c'est que par exemple, je sais pas, genre ta paroi utérine est sensible par exemple, et que du coup, bah, ça crée des douleurs, ou alors ça crée des trucs comme ça. Et aller voir un médecin qui va te permettre aussi, sans jugement et sans te dire il faut que tu arrêtes les hormones, c'est dangereux pour toi, mais monitorer le truc. Par exemple, on donne beaucoup, il y a pas mal de statistiques qui sont utilisées pour faire peur face au traitement hormonal, notamment sur l'augmentation de risque de cancer, par exemple. Voilà, les militants anti-trans, ils disent, par exemple, la prise de testostérone chez une personne biologiquement femme, ça augmente le risque de cancer de je sais plus où, mais quelque part dans l'appareil reproducteur, etc. Mais face à ces risques-là, du coup, non, 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 pardon, non, pardon, je me trompe. Ça augmente le risque de maladie cardiovasculaire, pardon. Sans préciser que ce risque de maladie cardiovasculaire, c'est le risque qui est normal chez les hommes cisgenres. Parce que tout simplement, bah, c'est la présence de testostérone qui est naturellement produite, etc. Mais tout simplement, face à ces risques-là, il faut prendre conscience que bah, maintenant ton corps fonctionne comme ça et bah, surveiller ces choses-là. Surveiller ton alimentation, ta consommation d'alcool, etc. Parce que ça peut interagir avec le foie, etc. En fait, se rendre compte que c'est pas, c'est à la fois très anodin et à la fois pas si anodin que ça. Dans le sens où tu dois t'ancrer dans des réflexes vis-à-vis de ta santé qui ne sont pas ceux qu'on t'a enseignés avant. Donc il y a des choses comme ça. Et pareil, d'ailleurs, je pense que Crohn, tu me diras si je me trompe, mais pareil, le traitement hormonal féminisant qui augmente le risque de cancer du sein, bah, en effet, parce que maintenant, tu as des seins, quoi. Donc, Oui, oui, bah, faut il y aussi... a bien sûr. Mm. Et pareil, tu sais, les caillots sanguins, c'est un petit peu pareil, mais tu sais, c'est en fait, puisque c'est un médicament, il faut comprendre aussi que, comme tout médicament, il y a d'autres effets. Je veux dire, il y a entre guillemets, des effets secondaires qui sont d'augmenter d'un tout petit pourcentage le fait de faire un caillot. C'est ce genre de choses aussi. Mais comme quand tu prends, je sais pas, tu prends un Doliprane, c'est pareil. Tu regardes la liste des effets secondaires possibles du Doliprane, tu flippes aussi, tu vois. Tu as Le ce genre de Dolirum, c'est très bail. dangereux aussi. Je peux ajouter juste Bien un petit sûr, truc. bien sûr, vas-y. Oubliez pas que, en fait, quand vous changez, quand vous êtes transgenre, vous faites une transition, en fait, vous changez de genre. Vous changez pas, je veux dire, vous changez pas de sexe. On parle en fait très, très vite fait, dire oui, changement de sexe, etc. Mais en fait, il y a un abus de langage là-dedans. C'est qu'en fait, avant tout, on change de genre. Et que euh, avant même de parler d'hormones, et cetera, d'hormones ou même d'opérations plus tard, en fait, ça se joue sur le social, ça se joue sur la performance de genre et que déjà, vous êtes même pas obligé de prendre des hormones, vous êtes même pas obligé. Je veux dire, les gens ont fait ça pendant des milliers d'années. C'est aussi simple que ça. Les hormones, les traitements comme ça, c'est très, très récent. C'est la médicalisation du changement de genre qui a donné lieu à ça. Mais du coup, vous n'êtes pas obligé de prendre des hormones. Et puis, je veux dire, c'est avant tout sur le social. C'est que on peut parler de. C'est pour ça que je faisais la distinction, moi, tout au début, entre ma transition sociale et ma transition médicale. Et que socialement, moi, j'ai commencé à transitionner il y a plus de. Il y a presque 3 ans maintenant. Et que ça passait par la reconnaissance, enfin, en parler à mes amis, à ma famille, commencer peut-être à parler à mon médecin, ce genre de choses. Et puis, la société qui te considère différemment, bah, tout ça, ça fait partie du processus de transition, c'est la transition sociale. Et que la transition médicale, les hormones, etc., bah, ça peut venir dès le début, comme ça peut venir plus tard, comme ça peut pas du tout venir non plus. C'est pour ça que c'est aussi compliqué de donner des conseils, c'est qu'en fait, nos expériences, elles sont multiples. Il y a pas 2 parcours trans qui se ressemblent. Et du coup, Léo, t'as le mot de la fin. Euh, euh, Au niveau de... Moi, c'est une question qui m'a pas mal travaillé au niveau de la médicalisation, pas médicalisation, parce que moi, typiquement, avoir de la barbe, j'ai mis 10 ans à réussir à arrêter de m'épiler. Est-ce que c'est vraiment pour me retrouver avec à nouveau des poils que je devrais entretenir régulièrement? Voilà, je me suis posé la question quand même un petit moment et puis en fait, au fur et à mesure qu'on avance, en ayant commencé une transition sociale comme, tu l'as décrit, Crohn, au fur et à mesure, il y a aussi, faut pas se le cacher, il y a aussi un moment donné où on a envie juste d'être bien et de pas se rappeler tout le temps qu'on est trans
et qu'il y a des gens qui nous perçoivent dans le genre qui nous a été assigné à la naissance. Il y a un moment donné aussi, on a juste envie d'être tranquille. C'est c'est social, hein, le genre, on l'a répété plusieurs fois pendant ce truc-là. Et moi, c'est pour cette raison, c'est parce que j'ai envie de vivre ma life sans me retrouver sans arrêt confrontée au fait que je suis trans, parce que je ne me définis pas comme ça. En fait, j'ai plein de manières de me définir et d'exister, et j'ai pas envie d'être toujours ramenée à ça. Et c'est ça qui m'a finalement, dans mon expérience, me dit oui, bah en fait, ça c'est important pour moi d'être peinard. En fait, dans la vie, je veux on me laisse tranquille. C'est vraiment un objectif principal dans ma life. Du coup, prendre les hormones, ça me permet d'avoir ce passing-là qui me permettra d'être tranquille et de pouvoir vivre mon existence sans qu'on m'ennuie trop, quoi, sur mon genre. Donc c'est ça, mais ça c'est perso. Enfin, il y a des personnes, moi je sais que je suis sur internet des mecs trans, et il y en a un, en fait, c'est un chanteur, et il a choisi de ne pas prendre d'hormones parce qu'il a mis beaucoup de temps à s'approprier sa voix, il a mis beaucoup de temps à être bien avec cette voix-là. Et du coup, il a fait un parcours médical, mais sans prendre d'hormones, parce qu'il voulait pas avoir une mue de sa voix. Je J'ai pas envie de dire que c'est à la carte, parce que du coup, on a l'impression qu'on fait un caprice et qu'on choisit à la carte un petit peu ce qui nous va, mais en fait, il n'y a pas d'obligation. Et les raisons pour lesquelles on va choisir de faire de la médication ou de faire de la chirurgie ou pas, eh ben, elles nous sont propres. Et encore une fois, on le répète, il y a plein de parcours différents. Et chacun, vraiment, eux tous sont légitimes, il n'y a pas de souci. Ok, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Allez Un de voir plus le à ajouter? Wikitrans si vous avez un doute. Ah, Wikitrans, c'est trop bien. Oui, oui. Toutes les infos. Et bah je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci énormément à vous trois, c'était super de discuter de ça avec vous. C'était super enrichissant. Merci à J'invite toi pour l'invitation. j'invite tous nos auditeurs à aller voir vos C'est pas travaux moi qui respectifs. m'inquiète, c'est pas... Bah de rien, non, c'était un plaisir. Carrément un plaisir. Donc du coup j'invite tout le monde à aller voir les travaux de Léo. Comment elle s'appelle ta chaîne sur YouTube? C'est encore Jacotte le pirate, mais Ok, ça va changer. ok. Toi Krone, tu es plus sur Twitch, je crois, c'est ça? Ouais, uniquement sur Twitch pour l'instant. Ok. Et Cassandre, qui, je crois, a un pied dans chaque YouTube et Twitch. Mais plus sur Twitch, Alors, je dirais. Pour l'instant, surtout sur Twitch, et là, je suis en train de travailler sur les scripts de mes vidéos YouTube. Et donc, Cassandre sur Twitch avec un trait du bas entre Cass et Andre. Super. Et bah encore merci à vous. Ouais, rigolo. Je vous souhaite une bonne soirée et à Merci bientôt. à toi. À plus. À bientôt. Ciao. Salut. À toi aussi.